Bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être ici ce soir. Merci à ceux qui nous écoutent en ligne aussi. On apprécie beaucoup. Cette année, on célèbre notre 10e anniversaire de la soirée, de la 10e édition de la soirée Bravo. Le thème, c'est cancer, famille et les proches. Ce thème va être surtout approché, discuté via des entrevues qui vont être dirigées par Mme Lynn Dolan, qui est une directrice adjointe du service des coms. Mais on va avoir un programme scientifique un peu plus conventionnel que Dr Boumri va pouvoir parler un petit peu plus tard. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme elle a dit Carmen, est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît? Donc, je tiens, avant de finir la soirée, avant de commencer, parce que toujours on oublie de remercier les gens qui nous ont aidés à faire de cette soirée un succès, surtout la Fondation Virage, Fondation du cancer du sein du Québec, la Fondation du CHUM, merci d'être là tout le temps. Et merci à nos aussi commanditaires Allergan, Mentor, ClearPoint. Sans oublier aussi, donc on va passer à l'autre slide. Donc, Mme Bouchard, elle est là, je pense, dans la salle. Merci, Mme Bouchard et la Fondation du CHUM de nous supporter et de supporter nos demandes à chaque année. Donc, merci encore. Et surtout, notre partenaire principal, c'est Fasken et son bureau d'avocats. Surtout à Maître Amélie Béliveau, qui est là avec nous dans la salle, qui est une patiente du CHUM. Maître Amélie Béliveau et Maître Nathalie Béliveau, sa mère, c'est des patients du CHUM qui ont fait une levée de fonds l'année passée ou celle d'avant avec la Fasken, tous les avocats. Donc, ils ont eu une bonne contribution qui va aider cette soirée à continuer aussi dans le futur. Merci, Maître Béliveau. Cette année, on célèbre la 10e édition de la soirée Bravo. Tout commence avec Dr Joseph Boumri, Dr Élie Karam et moi-même, mais ainsi que plein de personnes généreuses qui ont dit oui à bras ouverts dès le départ. Mais pour y arriver aussi longtemps, cela implique aussi une grande quantité de personnes dévouées, comme les patientes partenaires, pour leur témoignage, pour leur disponibilité en salon en toute intimité ou leur bénévolat pour l'événement comme tel. Mais il y a aussi les bénévoles du CHUM et les amis personnels. Les équipes de professionnels du CHUM, que ce soit les infirmières, psychologues, sexologues, intervenantes sociales, physiothérapeutes, conseillères en génétique. Le service traiteur, le service des communications, que ce soit la logistique, la communication, le graphisme, ainsi que les équipes techniques et événementielles. Mais sans avoir la disponibilité des médecins des différents services de chirurgie du CHUM et ailleurs. Donc ici, on a la chirurgie plastique, la chirurgie oncologique, la gynéco-onco, la gynécologie, l'oncologie, la radio-oncologie, la radiologie, la génétique, mais ainsi que tout le personnel qui travaille avec eux. De plus, nous avons tous nos nombreux collaborateurs qui nous ont fourni des biens et services en gratuité passés et actuels. J'aimerais dire un merci spécial à M. Mathias Maman de Gilo Création, qui nous permet de gâter tellement de femmes depuis 10 ans. J'ai aussi un gros merci à dire à l'équipe actuelle du comité organisateur, Mélanie Lavoie, Claire Chouinard, Lise Georges, Maryse Noël, Lise Petitgrou, Amélie Frigo et Anne Coulombe. Je ne serais passée à côté des remarquables mesdames. Lynn Dolan, directrice des communications, et Lise Georges, bénévole, consultante en stratégie de partenaires privés. Depuis de nombreuses années, elles répondent toujours présentes lorsqu'on a besoin d'elles, et on a toujours besoin d'elles. Une mention spéciale à nos conjoints, Marie Boumri et Benoît Coutu, qui nous appuient depuis toujours, et Dieu sait qu'on leur en demande. Si j'oublie des personnes, veuillez m'en excuser, il est certain que j'en oublie. Alors, du fond du cœur, un immense merci. J'aimerais demander à Dr Patoskaï et Dr Laurent Croteau de venir à l'avant. Dr Patoskaï, j'aimerais que vous nous présentiez Laurent Croteau. Bonsoir à vous tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir et de présenter Laurent Croteau. La raison pour laquelle je le présente, c'est parce que, à part d'être chirurgienne oncologue, je suis responsable des externes au niveau universitaire depuis 15 ans à l'Université de Montréal. Et pendant le stage obligatoire de chirurgie de 6 semaines, chaque externe a l'obligation, finalement, de
d'écrire un texte qui est un travail réflectif sur un sujet d'éthique. Et donc, Laurent a très bien fait son travail. Il a écrit quelque chose de magnifique, puis on était tous très touchés et impressionnés, puis on voulait qu'il partage son texte avec vous ce soir. Laurent. Merci, Dr. Patoski. Bon, ça va comme suit. 10 millions. C'est le nombre de personnes qui meurent chaque année du cancer. A priori, la lecture de ce chiffre aride ne suscite au mieux qu'un vague sentiment de frustration, un remous discret du cœur sitôt noyé par la pensée statistique et scientifique que nous entretenons assidûment, par habitude du devoir ou encore au nom de cet amour commun que partagent les médecins pour la science. Le phénomène est assez bien documenté en psychologie. Il y a une limite à la compassion humaine. L'empathie est un numérateur commun divisé par un dénominateur tantôt petit, tantôt grand. Pensez-y. L'histoire d'un enfant maltraité dans le journal causera tout un émoi chez la plupart des gens, alors que nous demeurons insensibles au sort de milliers d'immigrants noyés dans la Méditerranée. Malheureusement, l'empathie ne connaît pas de valeur constante inhérente à la vie humaine. Et pourtant, chaque année, 10 millions d'humains, riches de vie, d'expérience, de rires et de pleurs, meurent des griffes de cette tirade malheureuse de P53, de BRCA, de dysplasie de haut grade. Or, la semaine dernière, ce fut au tour d'une patiente que j'ai eu la chance de côtoyer un moment de faire face à cette maladie. Une parmi 10 millions, amenée à se partager l'empathie, mais pas la douleur. Cette dame, elle vivait avec un cancer du sein. Il avait commencé discret compagnon, puis, comme un amour de jeunesse, il embrassa tranquillement la vie de cette femme qui, si tant soit peu, aurait pu être ma grand-mère. Il prit d'abord possession de son sein, qu'il fit sien. Il en décora les contours, épousa la forme de sa chair jusqu'à ce qu'elle ne soit plus reconnaissable. Puis, toujours insatiable, il partit en quête de nouveau. D'abord les poumons, se dit-il, puis peut-être les os. On aurait pu penser qu'il aurait trouvé sa place, le cancer. Après tout, il s'était fait un chez-soi d'une bonne partie de ma patiente. Mais non, rien n'est jamais assez pour ce geôlier. Tôt ou tard, il prend son hôte sans jamais rien laisser en retour, jusqu'à ce que l'hospitalité de la demeure ternisse. Heureusement, les merveilles de cette science qu'est la médecine nous ont donné des armes pour chasser l'envahisseur, ou du moins tenter la chose, que nous mettons systématiquement en œuvre. Pour ma patiente, cependant, c'était trop tard. Voyez-vous, elle avait, durant les derniers mois, cherché à s'en débarrasser d'elle-même. C'est impossible, me direz-vous? Pour le corps, oui, certainement. Pour l'esprit, non. Devant l'inévitable, cette femme avait préféré chasser la maladie de son esprit plutôt que de son corps. Ainsi avait-elle réussi à cohabiter avec un temps, 1 mois, 1 an, 2 ans, qui sait. Mais l'arrangement tira à sa fin. Une visite à l'hôpital le terminait. Et c'est moi, du peu que je pouvais lui offrir, qui devais lui annoncer. Je devais lui annoncer qu'il faudrait renoncer aux années qu'elle avait peut-être prévues, au projet qui l'animait, et que la notion du temps allait prendre un autre sens. Si la médecine fait parfois des miracles, elle devait à ce jour s'en remettre à Dieu. Durant ces minutes éternelles, bercé par le son des moniteurs, je sentis quelques instants que tout le sentiment dont je pouvais lui faire preuve, si vain soit-il, lui était pour une fois réservé. Et malgré mon insuffisance, mon impuissance, la frustration complète et totale que le service de cette nouvelle contre laquelle rien ni personne ne peut se rebuter causa, j'ai l'impression que le choc de cette annonce attendue brisa chez ma patiente la prison qu'elle s'était vainement érigée pour repousser l'érosion de son esprit par le mal qui violait toutes les frontières. Et durant ces quelques minutes, il n'y avait pas 10 millions, 10 000 ou 1000 personnes qui mouraient du cancer, non. Il y avait cette dame pour laquelle j'aurais aimé porter d'autres nouvelles. Cette dame qui aurait pu être ma grand-mère, cette dame qui aurait mérité un autre départ. Merci beaucoup. C'est vraiment un texte qui me touche personnellement. Mais cette année, et surtout ce soir, on célèbre la vie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un cancer et cette année, c'est mes 20 ans. Alors oui, c'est possible. Et on me donnait une chance sur 2 de ne pas y être. Cette année, je suis parmi vous. Alors cette année, on célèbre la vie, ce soir particulièrement. La bienveillance, l'amour, la résilience et l'espoir. Alors, je demanderai à Mme Lynn Dolan de pouvoir venir avec Mme Victoria Cristofaro nous raconter leur histoire.
Bonsoir tout le monde. Donc, Victoria, comme vous le voyez déjà, est la fière maman d'Arthur et aussi d'Eva. Elle a 30 ans et est enceinte de 19 semaines de bébé Arthur lorsqu'elle découvre 2 masses au sein, droit et l'autre à l'aisselle. Elle débute la chimio pendant sa grossesse. Après 6 traitements et une intoxication l'oblige à être hospitalisée. Pour prévenir d'autres complications, elle donne naissance à son enfant, Arthur, à 34 semaines. Bébé voit le jour en pleine forme. Vous pouvez constater qu'il l'est toujours. Mais maman, elle, doit être opérée. Après 19 semaines à l'hôpital et une mastectomie, Victoria retourne à la maison avec Arthur. Être une nouvelle maman est une expérience déstabilisante en soi. L'être en même temps que l'on combat un cancer devient une épreuve difficile à imaginer. Arthur, Victoria, allô, bonsoir. 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 Je vais poser une question à toi, Arthur, pour commencer. Comment tu te sens de venir avec ta maman comme ça? Oui. T'es bien, hein? T'aimes ça? Ah, je te l'avais dit que t'étais pour aimer ça. Puis toi, Victoria, le retour à la maison, il y a 4 ans. Alors, ça fait 4 ans. Oui. Arthur, il y a 4 ans. Comment ça s'est passé, justement? Ça s'est vraiment bien passé. Je suis chanceuse parce que j'ai un conjoint exceptionnel que je sais pas, je crois qu'il est parti se promener avec le bébé. Avec Eva, là, il est pas Avec parti Eva. tout seul. Mais c'était en pleine pandémie aussi, donc je crois que ça l'a beaucoup aidé. Tout le monde me dit, la pandémie, ça devait être épouvantable. Puis pour moi, ça a fait l'effet contraire. Tout le monde on était cloîtrés à la maison. Donc, quand on est revenu, ben, c'était paisible. Il n'y avait pas d'urgence de rien. Puis, j'étais soulagée d'être à la maison après 17 jours passés à l'hôpital avec mon bébé. Là, Puis tu parles de ton conjoint qui t'a beaucoup soutenu. Comment ça se faisait au quotidien parce que les traitements devaient se poursuivre, là. Donc, il soutenait le bébé, notre beau Arthur, et Oui. toi aussi dans ta lutte. Oui, mais lui travaillait aussi en même temps. Puis on est chanceux, on a une maison qui est bigénération. Donc mon papa, qui s'était jamais vraiment occupé d'un bébé, c'est un papa des années 80. Il a dû faire face à la musique, puis il s'est occupé de mon petit Arthur. Hein, papy s'est occupé de toi beaucoup? Oui. Tu Es-tu l'aimes, ton tannant? papy? Oui. Et on dit, puis je pense pas que c'est le cas dans votre expérience, mais on dit que pour certains couples, vivre une situation comme celle que vous avez vécue, c'est difficile, ça peut même éloigner. Comment ça s'est passé de votre côté? Nous, ça a fait le contraire. Ça nous a vraiment rapprochés, surtout de nos émotions. On a su qu'on était un peu faits l'un pour l'autre. Tu sais, chaque étape, il l'a vécu avec moi. On n'est pas des personnes qui sont dramatiques à la base, donc ça a vraiment beaucoup aidé la situation. Lorsque j'ai eu ma première opération, la mastectomie, tu arrives à la maison, t'es pas sûr, tu sais, ça va être quoi ta réaction quand tu vas voir que tu n'as plus de sein, tu sais, puis je l'ai vécu, moi, super bien, puis je pense que le fait que moi, je l'ai bien vécu, bien lui aussi, puis je suis arrivée à la maison, il m'a tout de suite donné un bec sur le sein, il n'y a pas eu de réticence ou de « Ah, je suis pas prête à voir », tu sais, il a fait ça tout le long, il a fait ça avec moi, il a fait toutes mes injections, tous les drains, hein, M. Bouméry? Tous les drains, c'est lui là, qui me les a vidés parce que j'aimais pas ça. Puis comment qu'on se sent aujourd'hui avec 2 enfants, dont la petite Eva qui est quand quelque part avec nous ce soir, qui a 1 an à peine, qui est en pleine forme, elle est là. Comment on se sent et comment on se rappelle d'avoir été capable de passer au travers et jusqu'à quel niveau nos proches nous ont soutenus dans cette expérience-là? Bien, la vie continue. C'est vraiment la vie continue. Puis, on aurait pu avoir des embûches aussi, là, d'avoir un 2e enfant. On n'en a pas eu. Puis ça me rappelle juste que la vie est fragile, oui, mais elle continue, puis il y en a une autre après. Donc, c'est simplement faire son chemin. Puis un jour, on passe à autre chose. Et c'est tout le temps derrière nous, par contre. C'est toujours derrière nous dans notre Oui, c'est ça, arrière-pensée, mais je pense que c'est différent pour chaque femme aussi, là, selon comment on est dans la vie de tous les jours. Mais c'est... Un des éléments qu'on n'a pas mentionné, c'est que tu as un cancer qui est de génétique positive, Oui. au BRCA2. Donc, justement, cet élément-là, tu n'es pas la seule à être prise avec
cet élément-là, mais comment ça se vit justement dans le futur quand on se projette? Bien, j'avais des réticences au début de faire un deuxième enfant à cause de ça, sachant que je pouvais y transmettre. J'avais une chance sur 2, en fait, de transmettre le gène. Puis, mon oncologue qui n'est pas là aujourd'hui, docteur Younan, il m'a dit tout simplement, puis dans ses mots, « Ouais, puis. » Puis je me suis dit, si mon oncologue me dit ça, ben ouais, puis oui, j'ai peur. C'est sûr, j'ai une petite fille, ça fait peur un peu, mais je me dis, si elle le veut, elle va être suivie à ses 18 ans. Lui, la même chose. Donc, ils vont juste avoir plus de surveillance que quelqu'un de normal. On a toute une chance d'avoir un cancer un jour, donc ils vont tout simplement être suivis. Puis, rendu là, j'imagine la technologie va être encore plus avancée. Bien, chaque édition de Bravoure nous démontre qu'il y a des avancées, Oui, effectivement. oui. Puis toi, Arthur, ta maman, là, Oui. est-ce que tu l'aimes? Oui. T'es contente qu'elle soit avec nous? T'es content qu'elle soit avec nous, hein, ce soir? Oui. Nous autres aussi, Victoria, on est très, très, très heureux que tu puisses et heureuse que tu puisses nous partager ce beau moment avec le beau Arthur et notre belle Eva qui est en pleine forme. Merci beaucoup, Victoria, d'avoir partagé ton Merci à histoire avec nous. vous. C'est un plaisir. Merci. Donc, est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Ok, parfait. Donc, sans trop tarder, on va commencer le programme scientifique. Je veux juste mentionner que si vous voulez avoir accès aux présentations des spécialistes, surtout dans l'année 2020, ils sont sur le site Internet web du CHUM, donc vous pouvez avoir plus d'informations dans les présentations déjà faites par les spécialistes du CHUM. Ce soir, on va essayer de répondre aux questions les plus fréquemment posées par les patientes dans un court temps aussi, pour qu'on puisse profiter de la soirée aussi. Ce n'est pas juste des présentations didactiques. Donc, on va commencer par la première partie qui est la prévention. On sait que tout commence par la prévention, surtout la génétique. Qui est à risque? Qu'est-ce qu'on fait si on est à risque? Je commence avec Dr Zaki Elafaf, qui est médecin généticien au CHUM et chef de service de génétique. Dr Elafaf, quelle est l'importance du test génétique pour prévenir la personne en risque? Et qui devrait-on tester en génétique médicale? Parfait, merci. Alors, tout d'abord, bravo pour ces 10 années, une belle aventure. Sincèrement, c'est une très, très belle réalisation. Et merci pour l'invitation. Alors, disons que le fondement philosophique de l'évaluation génétique repose sur ce souci-là de personnalisation des soins ou bien de ce qu'on appelle peut-être maintenant un peu plus une médecine de précision. Donc, l'utilité de l'investigation génétique concernera 2 volets. Le volet du patient qui est malade, donc on appellera le cas index. Pour cette personne-là qui est malade, l'investigation génétique va permettre de personnaliser les soins, donc choisir le bon type de chirurgie, la chimiothérapie qu'il lui faut, discuter les éventualités de radiothérapie nécessaires et ensuite aussi orienter le dépistage approprié. Car une fois qu'on a déterminé s'il y a une condition génétique héréditaire, cela voudra dire qu'on a révélé un risque futur de développer d'autres cancers. Et donc, vis-à-vis de ce risque-là, on va prescrire des recommandations spécifiques. Et donc, c'est la précision du risque qui va permettre d'orienter le dépistage. Donc, on est plus dans une sorte de personnalisation de cette approche. Pour la personne qui est indemne d'un cancer, donc qui est un apparenté proche ou bien qui fait partie d'une famille à haut risque de cancer, à ce moment-là, le test génétique il va permettre de préciser son risque, s'il est à risque au niveau des prédispositions héréditaires ou bien des susceptibilités génétiques héréditaires. Donc, c'est comme 2 notions complètement différentes. Et à partir de cette investigation-là,
et cela va permettre d'orienter le dépistage pour lui. Donc il est très important de considérer la précision des tests. Donc depuis ces dernières années, on a apporté des modifications au panel génétique qu'on fait et qui permet de donner le bon diagnostic à la bonne personne et le bon conseil génétique à la bonne personne. Parfois, on a vu dans une famille des personnes avec des mutations différentes et donc des considérations de recommandations différentes. Pour ta deuxième question, Joseph, les indications du test génétique vont concerner toute femme qui a eu un diagnostic de cancer du sein avant l'âge de 50 ans, tout homme qui a eu un cancer du sein, quel que soit l'âge. Mais aussi, en cas de cancer du sein triple négatif, quel que soit l'âge, un cancer du sein bilatéral, et s'il y a eu, pour une même personne, un cancer du sein, puis un autre cancer associé, comme par exemple un cancer du pancréas ou un cancer de l'ovaire. Donc ce sont des considérations qui évoquent fortement une prédisposition héréditaire. Donc il y a ici des indications formelles de tests génétiques. Après, on peut voir un deuxième groupe de patients qui ont une agrégation de cancers dans la famille, mais ils sont un peu plus âgés. Et là, on va chercher dans l'histoire familiale, des deux côtés, s'il y a d'autres cas de cancer, c'est des apparentés proches, en regardant un peu un spectre assez élargi, ne pas se contenter juste de dire il y a juste des cancers du sein, mais il faut regarder les cancers chez les hommes et les cancers chez les femmes. Et les enfants, bien entendu, aussi. Après, on a un troisième groupe, c'est les patients qui sont apparentés à quelqu'un pour lequel on a trouvé une mutation génétique. Bien entendu, ici, on parlera de dépistage génétique et donc il y a une indication à faire un test génétique. Je dirais que les tests vont évoluer de plus en plus. On a construit au Québec maintenant une harmonisation de la pratique et cette harmonisation de la pratique, elle est basée aussi sur un système de veille épidémiologique qui permettra de détecter les nouveaux gènes qui seront introduits dans les panels génétiques, mais aussi probablement élargir les investigations au génome complexe et puis à chercher des toutes petits fragments d'ADN dans le sang circulant. Merci, Dr. Lafave. Donc, on s'attend à avoir plus de cancers si vous faites plus de tests génétiques? En proportion, les causes génétiques sont restées stables à travers le temps. Ils sont à peu près estimés à environ à 15-20% de l'ensemble des cancers. On en diagnostique plus, c'est vrai, mais les causes les plus fréquentes, c'est l'épigénétique, c'est la façon dont on a construit nos mégacités et donc la pollution qui nous entoure. D'ailleurs, la courbe de cancer, depuis qu'on a commencé à l'enregistrer sur des registres probants, est complètement parallèle à la courbe d'industrialisation depuis la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Merci, Dr. Lafave. Donc, la patiente sort du bureau de Dr. Lafave en génétique. Il l'envoie chez Dr. Erika Patoski, chirurgienne oncologue du CHUM, parce qu'il lui a dit, peut-être tu dois considérer une mastectomie préventive. Dr. Patoski, si on a des gènes prédisposants au cancer du sein, est-ce que c'est important de faire la mastectomie préventive? Et à partir de quel âge faut-il la considérer? Fait que la question est très bonne. On le sait que le risque absolu de développer un cancer du sein si on a une mutation de BRCA1 ou 2 est quand même assez élevé, entre 55 et 72 %. Et on sait aussi que dans plusieurs études, surtout 2 méta-analyses, que le risque, il y a une réduction de risque de 95 % si on fait l'opération. Donc la mastectomie bilatérale. Dans quelques études, on voit une diminution de risque de mortalité, mais pas dans toutes les études. Mais l'important, c'est que pas tout le monde fait la chirurgie. Hein? Quand on les voit, moi puis toi en clinique, mais les patientes souvent sont comme pré-choisis. Ils ont déjà réfléchi, on voit un bien dans notre clientèle. Ils ont réfléchi, ils ont parlé avec la famille, ils arrivent, puis sont prêtes. Puis souvent, ils ont déjà vu des images sur l'Internet, puis ils sont plus informés. Mais moi, je dirais, au Canada, il y a peut-être 30 % des femmes qui font enlever leur sein en prévention. Aux États-Unis, c'est plus, hein, surtout depuis Angelina Jolie a fait la mastectomie bilatérale. Puis il y a d'autres pays, c'est encore moins, comme la France ou d'autres pays européens, où vraiment, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. Fait que c'est vraiment une question de tolérance au risque. Est-ce qu'on est bien dans notre peau, qu'on vient voir Mona, puis Mona fait la mammo, puis l'IRM une fois par année,
ou est-ce qu'on attend les résultats, on est extrêmement stressé, puis on n'est pas capable de faire notre vie quotidienne. Fait que c'est vraiment ça qui rentre en compte. Puis là, je parle de BRCA, mais il y a d'autres gènes, puis je sais, on parle toujours de BRCA, mais il y a d'autres gènes chez qui on n'a pas besoin nécessairement d'enlever les seins, faire une mastectomie préventive. C'est vraiment une discussion, puis voir l'histoire familiale de ces gens-là. C'est une pénétrance importante. Il y a beaucoup de membres de la famille, en plus, qui ont cette gène-là, mais là, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment envisagé. Pour l'âge, je ne sais pas la réponse à ça non plus. En termes d'âge, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est des questions. Quand c'est un cancer, je décide souvent pour les patientes où je leur dis qu'est-ce que je pense fortement. Quand ça vient une histoire de mutation puis il n'y a pas de cancer, c'est pas moi qui décide du tout. Souvent, c'est à partir de 25 ans. 25 ans, 30 ans, les gens commencent à penser à ça. Souvent, ils ont déjà allaité leur enfant et donc on leur dit peut-être si vous prévoyez avoir un bébé, allaiter votre enfant, par la suite, on peut faire l'opération. C'est vraiment une question de tolérance au risque pour ces patientes-là. Merci, Dr. Patoski. Donc, la patiente n'était pas convaincue avec la visite de Dr. Patoski. Elle voulait aller voir Dr. Mona El-Khouri, qui est radiologiste mammaire au CHUM. Elle a parlé avec son conjoint. Son conjoint dit, tu fais des mammographies ou des échographies à tous les ans. On attend avant d'enlever les seins. Donc, Dr. El-Khouri, radiologiste mammaire au CHUM, si la patiente est très jeune et ne veut pas se faire enlever les seins encore, ou même si elle est un peu plus vieille, quels sont les suivis radiologiques nécessaires avant de faire la chirurgie de mastectomie préventive? En fait, pour répondre à cette question, pour comprendre à quel rythme et de quelle façon on suit ces patientes-là qui sont à risque, il faut comprendre que leur cancer en général se présente différemment d'une dame qui est ménopausée puis à un âge avancé. Donc en général, c'est des tumeurs qui se présentent par une masse. Puis la masse, elle n'a pas toutes les caractéristiques que nous, on connaît en radiologie de malignité. C'est-à-dire, elle n'est pas souvent associée à des calcifications. Elle n'est pas souvent spiculée. Elle ressemble plus à une masse bénigne. En plus, c'est des patientes qui sont jeunes. Leur cancer, il arrive plus jeune, à un âge plus jeune qu'une femme qui n'est pas porteuse d'une mutation. Donc, on a besoin de les dépister très tôt. C'est pour ça qu'on commence à 25 ans. Mais comme je viens de dire, le cancer, il se présente par une masse chez cette jeune femme qui a des seins qui sont très denses. La petite masse, on peut ne pas la voir. C'est pour ça qu'il faut opter pour une IRM qui permet le produit de contraste et l'injection de produit de contraste qui va colorer cette masse et la faire ressortir de la glande. Donc, c'est pour ça qu'on débute à 25 ans par une IRM. Et puis, comme c'est un cancer qui est plus agressif qu'une dame qui n'est pas porteuse de mutation, donc on a besoin de la dépister plus fréquemment. C'est pour ça que le rythme est annuel. Donc, on commence par IRM à 25 ans. À l'IRM, on ajoute la mammographie à partir de 30 ans, et ce, sur un rythme annuel. Parfait. Merci, Dr. El-Khouri. Donc, la patiente, elle avait entendu parler sa voisine qui parlait des ovaires aussi qui sont à risque. Elle lui a envoyé chez Dr. Provencher, Diane Provencher, qui est chirurgienne obstétricienne, gynécologue, oncologue au CHUM. Elle voulait discuter avec elle si elle enlève ses ovaires ou non, à quel âge, c'est quoi les risques. Dr. Provencher. Merci. Donc, on va juste avancer la diapo. Je voulais vous montrer, on a tous entendu parler d'Angelina, puis évidemment, ça a eu un gros boom dans l'avancement de comment prendre en charge les patients. Vous avez ici un exemple du test génétique qui est maintenant sous forme d'un panel. Je vous ai souligné les gènes qui sont impliqués dans les cancers de l'ovaire. Okay? Alors, on a évidemment BRCA1, BRCA2, plus les autres qui sont soulignés. À gauche, vous avez malheureusement le portrait d'une dame qui est aux prises avec un cancer de l'ovaire. Puis là, je vous ai amené une vue qui est laparoscopique. Autrement dit, vous êtes chirurgien, vous êtes en train de regarder ce que ça a l'air. Fait que vous pouvez imaginer que c'est pas très joli. Puis en même temps, quand c'est plein de tumeurs comme ça qui sont sur les surfaces d'intestin, bien, ça devient assez difficile à manger puis à se nourrir, etc. Donc, malheureusement, pas de moyens de prévention, pas de tests, pas rien. On entend parler des échographies, on entend parler des CA125 comme prise de sang. Je pourrais dire un mot vulgaire pour dire que ça vaut rien. Bon, je vais me contenter de vous dire ça. On n'a pas de test de prévention. Je veux dire, il y a plusieurs équipes, même dont une à McGill, qui essaie de travailler depuis 15 ans à trouver une façon de déceler quelque chose. Mais malheureusement, on n'est pas rendu là.
pour le moment. Peut-être qu'on va arriver à quelque chose. Il y a la détection de l'ADN tumoral dans le sang qui s'en vient, fait que peut-être qu'on va aller mieux. Mais pour tout de suite, OK? Donc, la règle, c'est on regarde l'historique familial. Évidemment, si j'ai une patiente dont sa maman a fait un cancer de l'ovaire à 40 ans, bien, je vais souvent décaler 5 à 10 ans avant. Mais la règle générale, si j'ai une patiente qui a une mutation BRCA1, c'est dès l'âge de 35 ans, parce que les cancers de l'ovaire surviennent plus tôt comparativement aux autres mutations. Si je suis mutée BRCA2, c'est entre 40 et 45 ans. Et si j'appartiens à une famille avec un syndrome de Lynch, que j'ai moi-même un BRIP1 ou un RAD51C ou D, c'est entre 45 et 50 ans. C'est basé sur justement l'âge où ces cancers-là surviennent. Maintenant, je vous amène dans des diagrammes. Pas très élégant, ma première diapo, qui vous montre c'est quoi un examen pelvien. Tout le monde qui a eu déjà un gynéco qui a fait un pap test ou quelque chose, on est là à essayer de palper des ovaires. Bonne chance, je veux dire, ils sont à peu près pas palpables. Donc, quand ils sont commencés à grossir un tout petit peu, on oublie ça, on n'est pas capable de déceler, ça vaut rien. Ça, échographie CA125, ça ne fonctionne pas. On a trouvé en plus dès l'année 2006, OK, comme quoi le cancer de l'ovaire, surtout chez les femmes mutées, mais les cancers de l'ovaire les plus fréquents ne commencent pas dans l'ovaire. Okay? Ça commence à l'intérieur de la trompe, exactement dans le petit bout frangé. Et à ce moment-là, évidemment, on comprend pourquoi un échographiste n'est pas capable de voir qu'il y a quelques cellules cancéreuses qui poussent à l'intérieur de la trompe. C'est impossible. Le problème qu'il y a, c'est que ces cellules-là, elles vont desquamer un petit peu sur l'ovaire que vous voyez en jaune-orange, puis vont se distribuer partout dans le ventre. Donc, c'est déjà disséminé, puis on ne l'a toujours pas vu à l'échographie. Un petit peu à droite, vous avez la procédure qui est choisie en chirurgie, c'est d'enlever les trompes et les ovaires. Est-ce que c'est la bonne technique? Est-ce que c'est la bonne idée? On commence à essayer d'évaluer. Il y a des projets de recherche en cours pour voir, bien, si je vous dis que ça commence dans la trompe, pourquoi ne pas juste enlever la trompe, laisser l'ovaire là, je conserve mes ovaires, je conserve mes hormones? Peut-être. C'est à l'étude. On le voit faire en ce moment en hôpitaux périphériques, mais il n'y a rien de prouvé encore. Mais les études devraient sortir d'ici 2 ans à peu près, dont une qui s'appelle TUBA, T-U-B-A. Maintenant, on fait la chirurgie. OK. On envoie ça au pathologiste qui va faire une analyse ultra fine. Ça, là, vous avez tourné la flèche en bas. Puis, aux surprises, j'ai trouvé des petites cellules déjà soit précancéreuses ou cancéreuses. Fait que ça arrive à peu près 4,3 à 5 du temps qu'on fait ces chirurgies-là. Donc, ce n'est pas tout d'aller faire la chirurgie. Ça se peut que vous sortiez de là avec, malheureusement, un nouveau diagnostic de cancer ou de pré-cancer qui s'en vient. Mais pas souvent, heureusement. Évidemment, qui dit enlever les ovaires à 35 ans, bien, vous savez comme moi qu'on se retrouve en ménopause 3 jours après. 3 jours après, la patiente va vous dire « Ah, j'ai chaud, j'ai des chaleurs. » Puis là, mais non, c'est pas de la fièvre, OK? Ce sont des chaleurs, OK? Puis ça peut être assez violent, c'est surtout chez les jeunes femmes. Fait qu'évidemment, on a problème de reproduction, pas d'ovaire égale pas de bébé. On a un problème de ménopause, chaleur. Vous avez juste à écouter le monologue de Clémence. Ostéoporose, maladie cardiovasculaire, l'aspect cognitif, l'aspect sexuel. Fait que ça devient un tout. Okay? Fait qu'il y a un élément de survivance de bonne qualité qui est important. Puis évidemment, bien, si on a trouvé un début de cancer, puis là encore, vous avez une petite vue laparoscopique. On vient de tourner le laparoscope vers le haut de l'abdomen, puis vous voyez les petits points jaunes, OK? C'est tout petit, là, c'est impossible à voir en échographie, mais ça, c'est du cancer qui s'est déjà disséminé. Donc, malheureusement, ça peut arriver. Mais c'est pour ça, en ce moment, on est limité, on est obligé de passer à la chirurgie pour essayer de faire quelque chose pour prévenir le cancer de l'ovaire. Merci. Oui. En cas de mastectomie préventive, quels sont mes choix d'une reconstruction mammaire immédiate? C'est une très bonne question, Carmen. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît? Donc, ça, c'est la partie le fun. Donc, il n'y a pas de cancer. Les chirurgiens oncologues, les gynécologues ont enlevé le cancer, puis nous, on va reconstruire les seins. C'est sûr que les mastectomies préventives, c'est quelque chose d'enlever les seins. On ne regagne jamais nos seins naturels à nous, mais on refait les seins. Donc, c'est sûr qu'on peut les reconstruire quand la patiente est jeune par des implants. Puis, comme je dis tout le temps, les petits seins, comme les gros seins, finissent par des expanseurs avant, en 2 étapes. Mais les patients de taille modérée de seins, donc, ils finissent par des reconstructions immédiates par des implants en même temps que la mastectomie préventive. Donc, on est capable de les reconstruire. Donc, les patientes qui hésitent
de se faire enlever les seins, de faire la mastectomie préventive, il ne faut pas hésiter, vous diminuez le risque. On est capable de faire plusieurs modèles, comme vous voulez, plus gros, plus petits. Donc, selon votre choix et selon la possibilité, mais les risques de complications sont là. Donc, consultez juste le chirurgien plasticien du CHUM. Merci. Donc, merci à tout le monde. Et on passe au témoignage. Merci. Cléo Maheu est une femme d'action. Elle s'approche maintenant. Depuis plus d'une décennie, elle accompagne les entrepreneurs afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs d'affaires au Québec et ailleurs. Bonsoir. Mobiliser, identifier les vecteurs de croissance et donner du pouvoir à ses clients sont au cœur de ses actions quotidiennes. En août 2002 ou 2022? 2022, elle découvre une masse au sein gauche. Une échographie suivie d'une biopsie et d'une IRM confirme le diagnostic du cancer du sein de type 2 avec non pas une, pas deux, mais 3 masses. Le mois suivant, elle subit une chirurgie DIEP suivie de traitements de chimiothérapie préventif avec Taxotere. Bonsoir Cléo, merci d'être là. Merci de l'invitation. Alors, 2022, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, effectivement. Alors, une femme d'affaires, une femme d'action qui est habituée de prendre le contrôle, de donner des conseils, comment ça vit le choc d'apprendre une telle nouvelle? En fait, quand j'ai découvert la masse et tout, j'ai su que c'était un cancer. J'ai pas voulu tomber du tout dans la victimisation. Et je me suis dit, c'est quoi, je vais sortir plus forte de ce cancer-là. Donc, j'ai comme fait mon intensité dans ma vie de tous les jours. C'est transmis, en fait, à travers ce cancer-là pour dire, je vais sortir plus forte puis je vais changer les choses. Mais j'imagine, c'est fantastique. C'est comme ça qu'on prend les choses en main. Donc, c'est une façon de prendre le contrôle. Mais tu n'as pas vraiment le contrôle, par exemple. C'est justement pour ça que ma prochaine question, c'était, il doit y avoir quand même des inquiétudes et des peurs. Oui. Comment on vit ça? En fait, je pense, en tout cas, un des éléments clés, dans peu importe les défis qu'on vit dans notre vie, c'est d'être bien entouré. Donc, on a tantôt les gens qui ont dit de qui on est entouré. Alors, j'ai eu la chance de vraiment connaître, découvrir les 2 Sophie qui sont ici ce soir, découvrir de Sophie Allô, les ici. Sophie. Donc, découvrir des femmes extraordinaires qui ont passé à travers ce parcours-là. Je découvre une belle communauté ici, puis bravo de faire des événements justement comme ça. Donc, il faut savoir s'entourer. Il faut se dire les vraies choses aussi, parce que moi, j'ai pour dire que oui, l'idée, c'était pas de nier, mais la meilleure phrase qui résume, en fait, c'est la phrase de Jane Fonda qui dit « Le cancer est un professeur et je suis attentive à la leçon qu'il me donne ». Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que je l'ai pris. Ça a été un parcours qui n'est pas facile pour personne. Tout le monde évalue différemment. Mais de faire d'un obstacle une victoire, c'est un peu le mindset, ce que j'avais en tête. Puis tu soulignes la part des Sophies ou des femmes qui ont Oui. vécu des expériences similaires aux tiennes, qui t'ont accompagné. Au-delà de l'accompagnement, c'est sûr que c'est hyper important d'avoir l'accompagnement de gens qui nous comprennent parce qu'elles ont vécu quelque chose de similaire. Mais comment l'accompagnement s'est fait avec ta famille immédiate, ton conjoint notamment? J'ai un conjoint entrepreneur, fait que je suis entrepreneur, j'accompagne des entrepreneurs. Donc, j'ai reçu 50 bouquets de fleurs, je pense, le lendemain que j'ai annoncé que j'avais le cancer. Ça avait l'air de salon mortuaire chez moi. C'était beaucoup de support, beaucoup d'amour, une grosse vague d'amour. Mais les proches de moi, ça a été vraiment de s'impliquer. Et pour moi, un des éléments gagnants a vraiment été le casque réfrigérant. Donc, j'ai fini ma chimio il y a 1 an et demi. J'ai gardé tous mes cheveux. Et c'est important pour moi parce que je donne des ateliers, je suis très publique, je suis beaucoup dans les médias sociaux. Et j'avais envie de le dire à qui j'ai envie de le dire et non pas avoir l'identité de ça. Et c'est devenu un projet de couple. Donc, comment ma famille s'est impliquée? C'est que mon conjoint a été mon body de dire, écoute, ça a été mon capeur en chef et grâce à lui, j'ai gardé mes cheveux. Et je me rappelle d'être sortie de l'hôpital ici, du CHUM, et là, il fallait que je fasse le changement de casse. On a arrêté sur le bord de l'autoroute. Il y avait du trafic. Et là, oh, emergency, emergency, mais on en rit aujourd'hui encore. Donc, de tous ces éléments-là difficiles, il y a des beaux moments d'espoir et d'amour quand nos conjoints se sentent impliqués et se sentent concernés. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, de voir à travers toutes ces difficultés-là qu'on peut vivre. Puis là, ça fait 2 ans.
non, c'est pas trop, 2022, donc Oui. on est ça fait 2 ans. Et au quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton approche, justement, professionnelle? Tout a changé. Tout a changé, tout a changé. Je pense que, puis je suis sûre que c'est la même chose pour les femmes ici, mais c'est une belle opportunité, je pense, de tomber en amour avec nous-mêmes. Moi, j'étais, sans de le dire, une workaholic. Je travaillais très, très fort. Et là, en fait, j'ai plus le goût de m'impliquer socialement, changer les choses, avoir un impact, justement, avec la Fondation Garde tes cheveux et tout. Et surtout, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je pense que c'est ça qui est important pour nous, les femmes, d'avoir un impact, une raison d'être claire, d'avoir beaucoup d'amour et surtout de redonner au suivant. On ne peut pas mieux terminer ce témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé. Donc, sans trop tarder, on va passer à au prochain bloc. Dr Kaviani, je vous demande de venir ici. Donc, on a les spécialistes, Dr Erika Patoski, Dr Kaviani et Dr Christina Bernier pour la prochaine question. Et Dr Rousseau aussi en radio-oncologie. Donc, c'est sûr qu'un des traitements de cancer, c'est une mastectomie partielle. Ça veut dire une ablation partielle du cancer et des marges autour, et ça guérit. Donc, la prochaine question, est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Ici, elle n'est pas changée sur l'ordinateur en bas. Donc, Dr Patoski, lors d'une mastectomie partielle, quel est le rôle de la bille radioactive ou celui du harpon? Et quelle est la différence entre les deux quand vous demandez aux patients d'aller en bille radioactive ou en harpon avant de faire votre mastectomie partielle? Merci pour la question. Donc, on utilise très peu d'harpons ici au CHUM. Je ne sais pas où est mon nom, là, mais c'est très inhabituel qu'on mette des harpons maintenant. Historiquement, on mettait des harpons, puis on les voit dans la photo en bas à droite, là. C'est des broches guides en métal qui sortent du sein, fait que le radiologiste le place. Puis le problème avec les harpons, c'est où ils rentrent dans le sein, puis où est le bout où se retrouve la masse non palpable. Souvent, il y a une bonne distance entre les deux. Puis on ne blâme pas les radiologistes pour ça, c'est juste l'anatomie du sein qui fait en sorte que quand on fait l'opération, c'est très difficile d'enlever le cancer, puis en même temps enlever l'harpon en bloc, puis sans faire une grosse incision ou de manquer un ou l'autre. Fait que c'est juste plus challenging au niveau de la chirurgie. Fait que ici au CHUM, on a très vite adopté, on était les premiers au Québec pour adopter la bille radioactive. Puis la bille radioactive, c'est un peu miraculeux pour nous parce qu'on le met au niveau du sein. En fait, les radiologistes le placent, puis on peut mettre l'incision où ce qu'on veut. Fait que dans le pli mammaire inférieur, on le cache, très latéral au sein, proche de l'aisselle. Puis on est capable vraiment d'aller faire l'incision puis d'enlever moins de tissu. Puis pour nous, souvent, c'est plus rapide aussi que de mettre l'harpon. Maintenant, il y a des nouvelles technologies qui est le MOLLY qu'on utilise maintenant au CHUM. Donc, c'est des billes plus radioactives. Donc, il n'y a pas, en fait, pas radioactive, magnétique. Donc, il n'y a pas la radioactivité de la bille radioactive, c'est plus magnétique. Mais ça aussi, c'est pas parfait parce que chaque fois qu'on utilise nos instruments métalliques, il y a toujours le petit problématique où la bille peut bouger. Puis, je pense ça aussi, c'est quelque chose, c'est une technologie en développement. Fait que le MagSeed également, c'est quelque chose de magnétique, le SaviScout. En fait, il y a beaucoup de compagnies qui sortent des façons de trouver des masses non palpables. Puis je veux juste aussi mentionner que nous, au CHUM, on est très privilégiés parce qu'on a vraiment accès à beaucoup de technologies. Puis on adore l'utiliser pour les TAD, au niveau des ganglions axillaires. Parce que nos radiologistes sont tellement bons que dans un petit ganglion qui était positif avant la chimio, c'est rendu négatif, c'est juste en dessous de la veine, ils vont rentrer un de ces marqueurs-là, c'est des façons de retrouver le ganglion. On est capable d'enlever le ganglion et on n'a pas besoin souvent de faire l'évidement axillaire. Fait qu'on est capable de l'enlever, le ganglion qui était positif auparavant, et par la suite, on fait analyser par nos pathologistes. Puis si le pathologiste il dit non, il n'y a pas de cancer, mais on arrête là, puis on fait pas d'autres gestes au niveau de l'aisselle. Donc la patiente, elle garde ses ganglions. Fait qu'on peut utiliser toutes ces techniques-là pour le sein et pour l'aisselle. Puis il y a des bénéfices vraiment à part l'harpon. Très bien. Merci, Dr Patoski. Ma prochaine question était pour Dr Kaviani, chirurgien oncologue au CHUM. Sur les ganglions, Dr Patoski a répondu en partie. Mais après la mastectomie partielle ou la totale, il faut faire quelque chose pour les ganglions. C'est quoi la différence pour les patientes entre le ganglion sentinelle et un évitement ganglionnaire? Oui.
Bonjour. La première question, c'est que pourquoi on doit enlever les ganglions? La réponse, en bref, c'est que pour planifier le traitement, on doit avoir l'information sur les ganglions aussi. Par exemple, si on a les ganglions qui n'est pas touché par les cellules cancéreuses, normalement, c'est stade 1 de maladie, c'est la tumeur, c'est petit. Donc, le plan de traitement, c'est moins agressif et on peut planifier, par exemple, pour la chirurgie qui est moins agressive, qui est pour peut-être pas de chimio, pour la radiothérapie de l'aisselle aussi, ça change beaucoup de choses. Donc, avoir l'information sur les ganglions sont nécessaires pour planifier le traitement. Mais le problème, c'est que il y a des ganglions à l'aisselle qui drainent le lymphatique de sang en même temps drainage lymphatique de bras aussi. Donc, si on enlève les ganglions qui n'est pas nécessaire, on augmente le risque de lymphédème. Mais parce qu'ici, on ne peut pas discriminer entre les ganglions qui drainent le lymphatique de sang ou le bras. Pour préciser l'intervention, normalement, on injecte une technétium dans le sang ou bleu de méthylène ou les deux. Normalement, ici au CHUM, on injecte seulement technétium avant l'opération, normalement après l'anesthésie, donc ce n'est pas douloureux pour les patients. Et on cherche pour les ganglions qui captent la technétium à l'aisselle. Donc, ça veut dire que c'est le ganglion qui draine le système lymphatique de sang. Donc, on peut préciser la chirurgie pour éviter d'enlever les ganglions qui drainent le bras. Et par exemple, dans les années avant 2000, c'était pour tous les patients avec cancer de sang, on fait un évitement ganglionnaire. Ça veut dire qu'on enlève tous les ganglions à l'aisselle. Donc, c'est le risque de à peu près 40%, même 50% de lymphédème. Le lymphédème qui est de temps en temps plus pire que le cancer de sang, parce qu'avec un bras comme ça, vraiment, ce n'est pas facile à vivre. Et toujours, c'est avec la patiente, parce que la patiente voit le bras, et ce n'est pas vraiment une chose agréable pour les patientes. Donc, pour préciser la chirurgie de l'aisselle, on fait une ganglion sentinelle. Même maintenant, mais quand, avec passer le temps, même maintenant, on essaye de faire moins en moins d'évitement ganglionnaire. Par exemple, à partir de 2011, il y a des études qui montrent que même si on enlève les ganglions sentinelles, avec un ganglion ou deux ganglions positifs, on ne fait pas l'évitement. Parce que l'évitement, c'est les effets secondaires et les complications de l'évitement, c'est plus pire que d'enlever plus des ganglions. Et maintenant, il y a des études qui montrent que même pour les patients plus que 70 ans, avec une petite tumeur, même si à l'imagerie, on ne voit pas les ganglions suspects, même on peut pas toucher les ganglions pendant l'opération. Donc, et les études aussi, parce que maintenant, les indications d'évitement, c'est vraiment limité des ganglions, atteinte ganglionnaire plus que 2 ganglions pour les patients avant chimiothérapie ou un ganglion après la chimiothérapie. Mais maintenant, il y a des études qui peuvent réduire le rôle d'évitement ganglionnaire à cause des effets secondaires graves. L'étude Alliance, par exemple, ce n'est pas encore sorti le résultat, mais ils sont en train de dire que même après la chimiothérapie, s'il y a 1 ou 2 ganglions, ce n'est pas la peine de ne pas faire l'évitement ganglionnaire, parce que l'évitement avec la radiothérapie, c'est vraiment une chose agressive qui augmente le risque de lymphédème. Merci, Dr. Kaviani. Donc, on passe à la prochaine diapo. Donc, c'est sûr que si le traitement chirurgical est une mastectomie partielle, ça veut dire une ablation partielle d'une partie du sein. La prochaine question, c'est à Dr. Christina Bernier, chirurgienne plasticienne au CHUM. Si le traitement est choisi et la mastectomie partielle, quel est le rôle du plasticien
pendant la mastectomie partielle pour éviter une déformation. En quoi consiste ce qu'on appelle l'oncoplastie? Merci, Joseph. Alors, l'oncoplastie, c'est vraiment une combinaison des principes oncologiques avec des techniques de chirurgie plastique au moment de la résection. Donc, on va travailler avec les chirurgiens oncologues dans la même chirurgie. Les chirurgiens oncologues, comme vous le voyez sur l'image, vont enlever la tumeur, puis quand ils enlèvent la tumeur, ça laisse un vide au niveau du sein. Puis le corps, les vides, ils n'aiment pas ça. Donc, si on laisse un vide, ce qui va se passer, c'est que quand ça va guérir, les tissus vont se rétracter, puis souvent le mamelon va bouger, puis c'est vraiment pas joli. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mobiliser une portion du sein pour combler ce vide-là. Donc, les candidates idéales pour une oncoplastie, c'est des candidates qui ont un sein, je dirais, au moins un bon B, puis qui ont une petite descente du sein. Donc, en même temps qu'on corrige le creux qui est laissé par la mastectomie partielle, on va leur laisser un sein qui est plus serré puis qui a une apparence plus jeune. Donc, vous voyez sur la photo à l'extrémité, ça donne des cicatrices au niveau du sein parce que, bien sûr, il faut qu'on enlève de la peau pour resserrer le sein. C'est des cicatrices qui vont ressembler un petit peu à des cicatrices de redrapage ou de réduction mammaire. Donc, c'est vraiment une belle chirurgie. Ce n'est pas une chirurgie qui a beaucoup de complications. Puis, ça rend les patientes très heureuses parce que souvent, c'est des patientes qui ont des gros seins, des fois des doubles D, puis ils nous disent, moi, je veux des seins plus petits, plus jeunes. Puis, pendant la même chirurgie aussi, on va corriger l'autre sein. Donc, en une chirurgie, habituellement, c'est terminé. Très bien. Merci, Dr. Bernier. Donc, une fois la mastectomie partielle est faite, est-ce que la radiothérapie est nécessaire après la chirurgie de mastectomie partielle et pourquoi? Dr. Pierre Rousseau, radio-oncologue au CHUM. Merci à tout le monde. Bien, la radiothérapie, comme dans tous les aspects de la médecine, les choses changent continuellement. Ce qu'on voit avec les années, c'est qu'on est capable de plus en plus de vraiment sélectionner les gens qui ont besoin de notre traitement de radiothérapie. Notre objectif, c'est de guérir le cancer du sein, c'est de réduire au minimum le risque de réapparition du cancer au niveau du sein. Et plein de preuves là, dans les différentes études qui ont été faites démontrent ce bénéfice-là dans la population de femmes en général, mais ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'on est capable de mieux choisir les femmes qui ont vraiment besoin de la radiothérapie, puis de comprendre aussi, puis nos consultations avec les patientes maintenant sont en fait beaucoup plus un challenge beaucoup plus qu'avant, où avant on pouvait dire, ben on traite tout le monde. Maintenant, en fait, on doit discuter que oui, on peut faire la radio, on peut diminuer le risque de rechute, quels seront les effets secondaires et pouvoir plus personnaliser et individualiser les soins en fonction de la patiente, du rapport de pathologie. Donc, moi, je suis vraiment épaté que, surtout dans les 5 dernières années, il y a beaucoup de nouvelles connaissances qui nous amènent à être meilleurs, choisir vraiment davantage l'indication de la radiothérapie, de la préciser, peut être plus convaincant aussi quand on voit les gens. Autant du côté de dire, ben je pense que ça prend vraiment la radio, ou de dire, ben regarde, je pense que dans le fond, ça serait raisonnable de ne pas faire la radiothérapie. Donc, chaque personne mérite une discussion quand on voit les femmes en consultation pour vraiment préciser l'ampleur des bénéfices. Merci, Dr. Rousseau. Donc, la patiente a eu une mastectomie partielle, une radiothérapie, elle est contente. Quelques années plus tard, elle a une récidive. Donc, le cancer est revenu dans le même sein. Une autre question à Dr. Bernier. Est-ce que la radiothérapie que j'ai subie il y a quelques années, même il y a 10 ans, 20 ans, est-ce qu'elle va affecter les tissus de mon sein? Maintenant, est-ce qu'elle va limiter les prochaines options de reconstruction si on enlève le sein au complet? C'est sûr que la radiothérapie, la sévérité des, je ne veux pas dire dommages, mais disons des séquelles radiques sur le sein après une mastectomie partielle, c'est très variable d'une patiente à l'autre. On n'embarquera pas ici dans ce qui fait les variations, mais c'est très différent d'une patiente à l'autre. Puis ces séquelles-là vont rester pour toute la vie de la patiente. Puis souvent, c'est un petit peu difficile pour nous parce que parfois, les patientes, elles aiment leur sein, puis elles ne sentent pas vraiment, puis elles ne voient pas vraiment les effets de la radiothérapie, mais ils sont toujours là. Fait que souvent, ce que moi, je leur explique, c'est que c'est vraiment, la radiothérapie, c'est comme si ça faisait un petit peu des cicatrices à l'intérieur des tissus, puis ça rendait les tissus moins souples, moins élastiques. Puis c'est pas seulement au niveau de la peau, mais c'est tout ce qu'il y a en dessous. Puis ce qui nous intéresse particulièrement dans la reconstruction, si la patiente doit aller vers une mastectomie totale, c'est le muscle
le muscle pectoral. Puis souvent, le muscle, on va placer la prothèse, tantôt on va en parler, là, mais souvent on va aller en dessous du muscle. Puis comme le muscle est plus rigide, il est plus difficile à distendre. Donc, pour répondre à la question, c'est pas... Je pense que la radiothérapie, c'est nécessaire, puis le but premier de tout ça, c'est d'éliminer le cancer. Donc, je pense que pour les patientes, ça ne devrait pas être un souci de penser dans le futur, parce que on est habitué comme chirurgien plasticien, puis plein de nos patientes ont de la radiothérapie. Il faut juste le voir comme quelque chose qui fait partie de vous, puis nous, on va le considérer dans les options de reconstruction. Ça n'empêchera jamais une reconstruction, mais ça fait que parfois, il faut s'y prendre un petit peu différemment, puis c'est quelque chose qu'il va toujours falloir tenir en compte. Merci, Dr. Beignet. Donc, je remercie nos panélistes. On passe au prochain témoignage. Merci. L'histoire de Naomi saura vous émouvoir. Cette fière maman de 2 enfants est nouvellement éducatrice spécialisée. Son histoire unique dépasse la fiction et sa volonté de la transformer en inspiration pour d'autres femmes est profondément touchante. Une histoire tissée de défis, mais surtout de résilience, de renaissance. C'est ainsi même que Naomi qualifie son histoire. Quelques grandes lignes avant de la laisser se raconter à nous. Pendant son cheminement qui a duré plusieurs années, a été ponctué d'épreuves familiales avec notamment une enfant malade, le diagnostic d'une malformation cardiaque congénitale, un diagnostic de cancer et une séparation, entre autres. Naomi a sombré dans un précipice où la vie elle-même lui semblait dérisoire. Dans cette noirceur, ou cette tempête, comme elle l'appelle, comme tu l'appelles, elle a été chercher en elle la compassion qu'elle offrait si bien aux autres. Naomi, merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, avant de commencer, alors on est le 2 octobre, donc tu viens tout juste de commencer ta carrière d'éducatrice spécialisée. Oui. Comment ça se passe? Ben, c'est une fierté parce que j'ai été, dans le fond, j'étais dans mon stage final quand j'ai eu mon diagnostic de cancer. Puis, ça m'a pris 3 ans avant vraiment de pouvoir avoir mon diplôme. Fait que Félicitations. Vraiment, je suis très fière, oui. C'est fantastique. On en a besoin des éducatrices spécialisées. On a besoin de femmes déterminées. On en a dans la salle. Naomi en fait partie. Oui. C'est une réorientation, en fait. J'étais designer d'intérieur, complètement autre chose. Puis, suite au diagnostic de la maladie à ma fille, puis mon opération au cœur, ben, j'ai décidé de donner un peu un sens à ce que je vivais, puis j'ai décidé d'aller en relation d'aide parce que c'est vraiment ce qui me passionnait. Ouais. Donc, à travers la maladie, j'ai vraiment, avec l'échange avec les professionnels, avec aussi le rôle de maman que j'avais avec ma fille qui était malade, j'ai vraiment, je me suis sentie sur mon X, même si c'était horrible, mais c'est ça, ouais. Puis comment on vit justement le fait d'avoir eu à subir une chirurgie imposante? Ouais. Une chirurgie à cœur ouvert, c'est quand même une chirurgie très imposante. Et là, on est diagnostiqué avec un cancer. C'est quoi le choc et comment on surmonte ça? Ou peut-être pas le surmonter parce qu'on a le droit de l'accueillir aussi. Là. Comment on le ressent? Bien, en fait, pour ma part, tu sais, quand tu as un enfant malade, tu deviens un peu comme dans un mode de survie. Je m'en ai. Parce que ma fille fait de la chimiothérapie aussi. Fait que j'étais vraiment un peu dans un mode de survie. Fait que même ma propre opération au cœur, c'est flou. Il y a comme quelque chose où c'était pas ma priorité. Donc, quand j'ai eu le cancer, c'était... Excusez. Tu as le droit, c'est correct. Mais ça faisait beaucoup. Mm-hmm. Puis, j'avais de la misère à trouver la valeur. Puis pourquoi c'est important pour toi d'en parler de ça? Pourquoi c'est important de le dire que tu étais en train de perdre confiance en toi pendant cette épreuve-là? Bien, c'est sûr que moi, tu sais, j'ai pas eu nécessairement le support d'un conjoint là-dedans. Je me suis ramassée financièrement aussi, tu sais. J'ai dû déménager dans un HLM, à l'aide alimentaire. Tu sais, c'était comme...
j'ai perdu vraiment le contrôle sur toutes les sphères de ma vie. Puis, ce qui est important pour moi, c'était d'être une bonne maman, puis j'y arrivais plus. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris ça pour essayer de redéfinir qu'est-ce que je voulais de ma vie. Puis, j'ai eu cette chance-là de faire un stage dans un centre de crise en prévention du suicide. Ça a vraiment été préventif pour moi, parce que j'avais beaucoup de passion pour les gens que j'ai aidés. Puis moi, j'ai valorisé énormément leur crise qu'ils vivaient. Je voyais des gens empathiques, des gens forts, des gens qui en prenaient beaucoup sur leurs épaules. Puis c'est à ce moment-là où, tu sais, c'était juste trop. Puis je me suis dit, mais en même temps, c'est trop parce que je veux tout gérer. Puis que je laisse pas les gens me supporter parce que j'étais dans une relation où j'avais pas le droit d'être malade. Fait qu'à ce moment-là, ben, au lieu de m'écraser encore plus, ben, j'ai décidé d'être vulnérable, puis d'aller chercher de l'aide. Puis tu as de la belle aide quand même. Ta sœur est ici avec nous, notamment. Mon père est retourné travailler, il est sorti de sa retraite pour m'aider financièrement. Ma maman, elle a été là constamment. C'est vrai que c'est difficile de demander de l'aide quand on n'est pas habitué puis qu'on pense qu'on va te déranger. Bien, c'est quand on perd le contrôle sur tout, bien, je travaille plus. Il y a plein de choses. On dirait que tu te sens tellement pas accomplie comme personne, comme femme, surtout dans une séparation où tu te fais laisser dans la période où tu es le plus vulnérable. C'est ça. Il y a comme quelque chose où c'est difficile de penser que tu mérites cette aide-là. Puis maintenant, tu es une femme accomplie, avec une belle carrière devant elle, une toute nouvelle carrière, une rentrée florissante. Un petit dernier conseil pour dire à celles qui se sentent vraiment désemparées par le diagnostic, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? La meilleure chose que j'ai pu faire, c'est prendre le temps de guérir. La dernière année, j'ai décidé de ne pas retourner à l'école tout de suite, de vraiment prendre cette année-là pour que, avec mes filles, je me crée un espace de douceur. Puis souvent, j'ai l'impression qu'on veut tout aller vite. On veut aller bien vite, on veut que les choses se règlent vite, mais c'est vraiment je pense qu'on a le droit de ne pas bien aller, on a le droit de demander de l'aide, on a le droit de prendre notre temps. Ça prend du temps, guérir de tout ça. Puis, c'est pas parce qu'on a terminé le cancer que c'est terminé. Il y a vraiment une suite qu'on doit subir aussi, là, la ménopause et tout ce qui vient avec ça. Fait que moi, ça serait vraiment de vous laisser le droit de ne pas bien aller. Puis, c'est correct. Merci. Félicitations, tu es inspirante. Merci Naomi pour le témoignage. Donc j'invite Dr Charpentier, Dr Diaz, Dr Boulva et Dr El Khatib à venir ici. Donc on passe au prochain bloc de questions. Donc la patiente elle a eu un diagnostic de cancer du sein et la chirurgienne lui a parlé d'une mastectomie totale, donc enlever le sein au complet. La question à Dr Kerian Boulva, chirurgienne oncologue au CHUM, dans quel cas vous procédez à une mastectomie totale au lieu d'une mastectomie partielle qu'on avait parlé tantôt? Merci, Dr Boumeri. Donc, désolée pour la diapositive lourde en mots, mais essentiellement, juste pour résumer, les indications de mastectomie totale sont quand même multiples, comme vous pouvez le voir ici. D'abord, ça a déjà été discuté, mais les patientes qui ont un haut risque de développer un cancer du sein, parce qu'elles ont, par exemple, une prédisposition génétique prouvée, vont avoir besoin de mastectomie totale dans certains cas. Ça a déjà été discuté, entre autres, par Dr Patoski plus tôt. Il y a aussi des antécédents, comme par exemple, il y a des gens qui sont diagnostiqués avec un lymphome du manteau, puis qui reçoivent de la radiothérapie dans la région des seins. Ça aussi, ça peut parfois être une indication, la nécessité d'avoir des mastectomies totales. Mais je vous dirais, ce qu'on voit le plus souvent dans notre pratique au jour le jour, c'est plus ce qu'il y a dans la colonne du milieu. D'abord, les patientes qui vont se présenter avec une tumeur qui est quand même plutôt volumineuse dans leur sein et quand le rapport de la taille de la tumeur par rapport aux tailles du sein est trop élevé, là, à ce moment-là, ça devient trop difficile de préserver le sein en son entier. Les chirurgies d'oncoplastie que Dr Bernier a mentionné plus tôt ne sont plus nécessairement possibles parce qu'il n'y aurait pas assez de sein
normale qui resterait pour donner un sein joli. Donc là, à ce moment-là, on va proposer une mastectomie totale aux patientes. Ensuite, il y a d'autres scénarios qui vont se présenter, comme par exemple, il y a des patientes qui peuvent se présenter avec plus qu'une tumeur dans le sein. Il va y avoir une tumeur, par exemple, en haut ici près de l'aisselle, puis une autre tumeur en dessous du mamelon. Mais parfois, c'est possible de faire des chirurgies d'oncoplastie puis de faire un petit peu comme du fromage suisse, Swiss cheese, aller enlever 2 petites portions puis refaire le sein. Par contre, parfois, c'est pas possible et à ce moment-là, on va proposer une mastectomie totale également. On va discuter bientôt de chimiothérapie, mais parfois, la réponse à la chimiothérapie n'est pas suffisante pour préserver le sein. Et donc, à ce moment-là, on va également proposer la mastectomie totale. Il y a des patientes qui vont être candidates pour une mastectomie partielle, mais chez qui, au moment de l'analyse finale de la mastectomie partielle, il va y avoir ce qu'on appelle les marges. Les rebords de ce qu'on enlève vont démontrer qu'il reste de la tumeur, qu'il reste de la maladie. Parfois, on peut retourner en chirurgie pour aller enlever un petit peu plus de cette marge-là, mais parfois, c'est pas possible, ou on retourne et on enlève une marge supplémentaire et il reste encore de la maladie à cette fameuse marge-là. À ce moment-là, on va proposer d'aller de l'avant avec la mastectomie totale. Puis, il existe aussi des scénarios dans lesquels les femmes n'ont pas nécessairement de cancer partout dans leur sein, mais qui ont des cellules précancéreuses, des microcalcifications, qu'on appelle aussi du carcinome in situ. Elles peuvent parfois être très, très, très étendues dans le sein. Et ce sont des lésions qu'on doit enlever parce qu'elles prédisposent à développer un cancer. Et quand elles sont si étendues, eh bien, ça serait trop dangereux de laisser de la glande mammaire derrière. Donc, on fait aussi là, une mastectomie totale. Puis, finalement, je vais juste mentionner là, quelques petites autres indications. La contre-indication à la radiothérapie, comme Dr. Rousseau a mentionné tout à l'heure, la majorité du temps encore, on doit proposer une radiothérapie aux femmes chez qui on fait une mastectomie partielle. Donc, si pour quelconque raison la patiente ne peut pas en recevoir, eh bien, à ce moment-là, on doit faire la mastectomie totale. Et de la même façon, si une patiente a un deuxième cancer après avoir déjà eu un premier cancer dans le sein et de la radiothérapie, la plupart du temps, encore aujourd'hui, on va proposer la mastectomie totale. Puis, je termine rapidement en mentionnant les préférences de la patiente. C'est sûr que quand les patientes viennent nous rencontrer et nous disent « Ah, tant qu'à y être, moi, je préfère tout enlever », c'est quelque chose qu'on va discuter de façon très sérieuse avec chacune des patientes qui se présentent parce que il y a des répercussions à faire une mastectomie totale. Dr. Boumeri l'a mentionné plus tôt, mais les femmes n'ont plus leur sein. C'est vraiment un peu plus comme un corps étranger, là, si on veut. Puis, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles, quand c'est pas médicalement nécessaire, on va pas forcément l'encourager. Puis, par ailleurs, il y a aussi des données probantes qui démontrent en fait qu'il n'y a aucune différence en termes de survie à long terme entre avoir une mastectomie totale ou une mastectomie partielle. Donc, quand c'est possible, on privilégie vraiment la mastectomie partielle. Merci. Merci, Dr. Boulva. Donc, la patiente dit, j'ai fait déjà l'ablation complète de mon sein. Pourquoi vous voulez me faire de la chimiothérapie? C'est la fois Dr. Daniel Charpentier, qui est oncologue au CHUM. Dr. Charpentier, est-ce que la chimio est nécessaire et pourquoi? Et dans quel cas? C'est moi la méchante. Alors, écoutez, c'est clair que, encore une fois, l'acte chirurgical en soi est extrêmement important, mais la décision de donner des traitements systémiques, entre autres la chimiothérapie, c'est vraiment basé, comme vous savez, sur des facteurs pronostiques. Entre autres, puis il y a deux grands volets. Il y a la patiente qui a une mastectomie puis qui n'a pas eu de chimio auparavant parce qu'on pensait que ces facteurs de risque sur la biopsie initiale montraient que c'était un cancer récepteur positif, on dit hormonodépendant, que le HER2, qui est un autre marqueur qu'on fait souvent, était négatif, qu'on ne voyait pas de ganglions franchement atteints, puis qu'on pense que la patiente pouvait éviter de la chimiothérapie. Donc, la patiente a eu une mastectomie pour une des raisons que Kerry-Anne a mentionnées. Et là, aux surprises, à la pathologie finale, malheureusement, on trouve des facteurs qu'on n'avait pas identifiés au préalable. Comme j'ai dit, des marqueurs qui montrent de l'agressivité, des ganglions qu'on n'avait pas dépistés. Et là, on fait des tests et, dans le fond, on réalise que la patiente, malheureusement, a besoin d'une chimiothérapie. Ça, c'est le volet plus
plus rare, heureusement. Ce qu'on va voir parfois, cependant, c'est des patients qui ont eu une chimiothérapie au préalable parce qu'il y avait des facteurs de mauvais pronostic. Donc, on parle souvent des cancers triple négatifs, des patientes qui n'ont pas de marqueurs, qui n'ont pas nécessairement de grosses tumeurs, mais ce sont des cancers plus agressifs et qui nécessitent une chimiothérapie avant d'aller vers une mastectomie ou une mastectomie partielle. Et malheureusement, dans les patients qui sont triple négatifs, on réalise maintenant que ces patientes-là, même après la mastectomie, vont parfois nécessiter de l'immunothérapie. Et même s'il reste de la tumeur au moment que le chirurgien puis le pathologiste analyse, bien, on va parfois rajouter une chimio orale pour diminuer le risque de rechute à long terme. Donc ça, c'est un des volets. Il y a des patients qui sont HR2 positifs, qui vont avoir eu de la chimio au préalable avant la mastectomie. Et encore une fois, on fait la chirurgie. Et si on trouve encore la présence de cellules cancéreuses, bien, le traitement va être différent, mais il va y avoir encore à nouveau de la chimiothérapie après la mastectomie, plutôt que juste un anticorps. Donc, c'est vraiment basé sur des facteurs pronostiques, la maladie qui reste après les traitements qui ont été donnés avant la mastectomie, qui va guider le chirurgien ou l'oncologue dans la décision d'offrir le meilleur traitement à sa patiente, toujours avec l'objectif d'éviter les rechutes à long terme. Merci, Dr. Charpentier. Vous n'êtes pas méchante, vous aidez les patients à guérir et à survivre. Merci. Ma prochaine question va à Dr. El Khatib, chirurgien plasticien au CHUM. Donc, on a fait la mastectomie totale. On parle des expanseurs ou des implants après une mastectomie totale pour un cancer. Dr. El Khatib, quand est-ce que vous utilisez les expanseurs? Quand est-ce que vous faites les implants? Bonsoir. Bon, en gros, 3 facteurs devraient s'aligner pour avoir des implants d'emblée après une mastectomie totale. Première, c'est l'anatomie de la patiente. Ça veut dire que si la patiente n'a pas de ptose ou les seins ne sont pas du tout tombants, on a une ptose extrêmement légère. Deuxième chose, c'est que la mastectomie ne touche pas la peau du tout. Donc, on a une mastectomie totale avec préservation cutanée et préservation du complexe aréolo-mamelonnaire. Et troisième chose, c'est qu'elle n'a pas de possibilité, beaucoup de probabilité d'avoir la radiothérapie. Si on a les 3 facteurs, on peut faire des implants d'emblée. Tous les autres cas, malheureusement, devraient avoir des expanseurs, puis on fait 2 étapes, expanseur puis implant, parce que ça donne un résultat qui est plus beau et ça nous donne la chance de corriger les petites choses qui pourraient arriver, comme une petite asymétrie, un expanseur qui est un peu plus haut qu'il faut ou un peu déplacé. Puis, on peut corriger la taille si la mastectomie a excisé beaucoup de la peau et a donné un volume qui est plus petit qu'elle avait ou qu'elle veut. Merci, Dr. El Khatib. Donc, la reconstruction par expanseur ou implant par-dessus le muscle. Ma prochaine question à Dr. Julian Diaz, plasticien au CHUM. Dr. Diaz, dans quel cas on met les implants ou les expanseurs par-dessus le muscle et pas en dessous du muscle? Donc, ça, c'est une très bonne question. De façon très récente, nous avons eu une discussion dans un club de journaux dans lequel on discute de nouveaux articles. On avait préparé 4 articles à discuter dans 3 heures. On a discuté un article dans 3 heures. Donc, c'est énormément de discussions par rapport à ça. Ce que je trouve, c'est que surtout, il n'y a pas une réponse nécessaire absolument pour tout. Il y a des avantages et des désavantages. Et ce qu'on peut voir dans ce tableau, c'est que les avantages d'un sont les désavantages de l'autre et les avantages d'un sont les désavantages de l'autre. Donc, l'idée, si on le met sur le muscle, c'est qu'on ne blesse pas le muscle. Alors, on n'a pas les douleurs associées avec blesser le muscle. Les mouvements du bras sont préservés. La récupération est plus vite. Mais en même temps, maintenant, la prothèse est en dessous du gras de la peau et la peau. Alors maintenant, on peut voir beaucoup plus les ondulations à cause de que la prothèse soit plus proche. Quand on le met sous le muscle, on a beaucoup plus d'épaisseur entre la prothèse et la peau, ce que ça veut dire qu'on ne voit pas tellement la prothèse. Maintenant, on ne voit pas tellement les ondulations parce qu'on a beaucoup plus d'épaisseur. Mais ce qui arrive, c'est que parce que c'est en dessous du muscle, quand on bouge le bras ou on contracte, il y a un mouvement total de toute la prothèse et le sang. Et aussi, ça peut être beaucoup plus douloureux. Et dans des cas où aussi il y a de la radiothérapie, il peut y avoir même plus de raideur du bras. Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a énormément de discussions par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de discussions parce qu'on n'est pas sûr si une est la bonne décision pour tous les patients. Mais je pense que c'est important de considérer que maintenant, il y a deux discussions avec avantages, désavantages, et avoir ces discussions avec des patients. Il y a des patients qui disent « Je suis énormément sportif, ça c'est la chose numéro 1 pour moi, je fais de l'escalade, je veux que rien ça arrive à mes muscles, je veux retourner à ça. » Donc parfois on peut faire de bénéfices pour ne pas blesser les muscles,
avec quelques sacrifices esthétiques. Il y a d'autres patients dans lesquels on a beaucoup d'épaisseur du gras après la mastectomie, et ça nous aide à cacher les ondulations, mais aussi on a des patients qui sont très minces. Et si on le met sur le muscle, on va très facilement voir toutes les ondulations de la prothèse. Donc, je trouve que c'est une discussion à avoir. Il y a énormément même de discussions dans les professionnels. Même ici en CHUM, on discute des avantages, et tout ça. Et on fait énormément de recherches pour essayer de trouver c'est quoi la façon dans laquelle on peut améliorer les soins des patients. Merci, Dr. Diaz. Donc, après ça, l'autre méchant dans l'équipe, Dr. Rousseau, radio-oncologue. Est-ce qu'on peut tourner la prochaine diapo sur l'écran en bas, s'il vous plaît? Ah, il n'y a pas de diapo pour vous. Dr. Rousseau? Dr. Rousseau, est-ce qu'on peut irradier les expanseurs ou les implants? En fait, au CHUM, je pense qu'on a vraiment une expérience de décennies. Je pense que depuis le temps qu'on fait des DIEP, des expanseurs, c'est vraiment maintenant... pour nous, en fait, on irradie les gens qui en ont besoin. Là, on n'est pas le méchant qui en donne à tout le monde. Et donc, on veut irradier les gens dans un contexte d'amélioration de la guérison. Mais je pense que l'expérience que tout le monde au CHUM ont développée fait en sorte qu'on se rend compte que c'est sécuritaire faire des reconstructions immédiates et que ça ne compromet pas du même coup le traitement préventif des rechutes avec la radiothérapie par la suite. Merci, Dr. Rousseau. Je remercie les panélistes. Et on passe au prochain témoignage. Merci. Plusieurs connaissent Geneviève Evrel par ses apparitions à la télévision, la création des fameux livres et boutiques sushi à la maison. D'autres l'ont découverte lorsqu'elle a partagé son histoire suite au diagnostic de cancer découvert à 34 semaines de grossesse. Mais peu auront la chance, comme nous ce soir, d'en apprendre davantage sur son cheminement depuis le 13 janvier dernier, et ce, dans une si belle proximité. Puis peut-être qu'elle va nous dire quelques petits secrets de sa nouvelle émission qui s'en vient. Maman est malade. Geneviève Evrel, bienvenue. Merci. Alors, pour commencer, j'ai vraiment de la misère avec mes petits cartons. Hein? Je bouge trop, je suis trop expressive. Pour commencer, on est bien heureuse et heureux de souligner ta guérison. Merci. Oui, moi aussi. Pas pire. Bravo. Mais on est ici pour parler de ton histoire. Donc, janvier 2024, tu reçois le diagnostic. Ouais. Tu es enceinte de 8 mois, tu as un petit gars de 7 ans et tu es reconnue pour ton entreprise unique, ta volonté, ton charisme et tout ça. Comment tu endosses le choc? Ben c'est sûr qu'au départ, moi, étant enceinte, à ce moment-là, c'est sûr que j'étais certaine que c'était lié à la grossesse. Tu sais, quand on attend un petit bébé, donc je m'étais dit, c'est sûr que c'est rien, c'est sans doute des glandes. Puis c'est sûr que du moment que je suis allée voir ma docteure en suivi de grossesse, genre, elle a palpé la masse et c'était d'une évidence. J'ai vu dans son regard, tu sais, c'est fascinant comme, de un, elle a peut-être pas été très subtile, mais elle a vraiment été comme échographie right now. Donc, parce qu'évidemment, on peut pas recevoir de mammographie enceinte. Et puis, rapidement, je l'ai su après une échographie. Donc, ça a été vraiment un très gros choc. Mais ça a été vraiment plus difficile, je trouve. Puis, je suis certaine qu'on pense tout pareil. C'est l'espèce de moment-là d'attente entre se faire dire qu'on a un diagnostic puis le protocole. Parce que là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, j'ai broyé pas mal de noir, mais dès qu'on m'a donné mon protocole, là, ça allait beaucoup mieux. Puis, tu as décidé de passer à l'action. Il y a des femmes qui vont souhaiter, puis Cléo est un bel exemple, elle nous a raconté son histoire tantôt, de conserver ses cheveux. Toi, tu as décidé, non, moi, je passe sous le rasoir et je fais ça devant les autres. Je prends le contrôle de ma chevelure. Qu'est-ce qui t'a amené ou qui t'a poussé à faire ce geste-là, qui, je pense, est symbolique aussi. Oui, bien, étant donné, tu sais, on ne va pas se le cacher toutes les femmes qui connaissent la Fondation, Garde tes cheveux, on sait que c'est quand même beaucoup de job, là, tu sais, le casque réfrigérant, aux 20 minutes. Moi, j'avais un protocole qui faisait en sorte que j'étais vraiment longtemps à recevoir des perfusions parce que j'avais 4, donc 2 immunos, puis 2 chimios. Bref, fait que là, j'étais comme, bon, là, je vais avoir un bébé naissant. Je ne savais pas quel type de bébé j'allais avoir, donc surprise.
fait que je me suis dit, là, je veux pas m'ajouter ça comme tâche parce que ça demeure une tâche quand même. Fait que je me suis dit, OK, là, je vais raser. Puis la sensation que j'avais quand j'ai décidé de me raser, c'est un matin, un coup de tête, là, c'est pas prémédité, mais c'est vraiment mon genre. J'ai décidé d'appeler dans un genre de barbershop parce que dans le fond, il y avait pas vraiment de mise en pli à me faire, hein, c'était juste raser. Mais c'était surtout... J'espère que ça a coûté moins cher. Ça n'a pas coûté cher. Ah non, ils sont chanceux. Mais ce qui arrive, c'est que moi, je m'avais vraiment l'impression que je vivais avec un ex. Tu sais, genre, quand tu vis sur le même tas de ton ex, t'es comme, hey, il va s'en aller à un moment donné, de toute façon. Fait que là, il faut couper ça. Fait que c'est un peu mon analogie. Pour avoir décidé de faire raser mes cheveux, j'étais comme, non, là, il faut que ça parte parce qu'anyway, ça va partir. Alors voilà. Puis on parle ce soir beaucoup de l'importance des proches dans notre cheminement. Oui. Toi, des proches, tu en as beaucoup. Au-delà de tes proches avec qui tu partages ton quotidien, tu as une communauté en ligne qui a été présente et avec laquelle tu as maintenu un lien tout au long des 7 derniers mois. Exact. Pourquoi et comment cette communauté-là te soutient et t'a soutenu? Ben moi, à la base, je suis conférencière. J'avais beaucoup de choses à dire déjà. Donc là, merci pour ce nouveau chapitre. Donc, ça a été rapide pour moi. Puis, ben, c'était déjà très réparateur et très... ça a été... Déjà, de raconter mon histoire dans la vie, ça m'aidait beaucoup psychologiquement. Tu sais, tu donnes, tu reçois, tu fais de l'introspection. Fait que je me suis dit qu'avec ce diagnostic puis la maladie, la communauté de femmes, de personnes, de gens qui l'ont vécu, qui l'ont côtoyé, je me suis dit, il faut que je mette un sens à ça, puis il faut que je le verbalise. Donc, rapidement, grâce à ma superbe communauté Instagram sur les médias sociaux, j'ai fait des chers journaux dans lesquels je racontais avec humour quelques passages de ma vie de chimiothérapie, de rencontres médicales et tout ça. Donc, je pense que j'ai réussi à verbaliser cette aventure pour m'aider, moi, c'est de façon thérapeutique, mais aussi pour accompagner d'autres femmes qui, elles, derrière l'écran, avaient peut-être juste moi comme amie, puis je me le suis fait beaucoup dire, puis c'est pourquoi, entre autres, qu'on m'a suivi aussi avec quelques caméras pour un documentaire qui va être présenté bientôt. D'ailleurs, j'ai fait le visionnement avant de m'en venir tantôt. Je pensais vraiment que j'allais devoir refaire mon maquillage, mais finalement, c'est pas lourd du tout. C'est vraiment un beau reportage, très instructif, mais c'est très documentaire. Donc, je suis contente d'être cette personne-là qui peut mettre une voix et des mots sur la maladie. Puis en terminant, je pense que tout le monde se pose la question. Elle a 7 mois maintenant. Comment va Millie Love? Oh mon Dieu, mais elle va tellement bien. Mais tu sais, vois-tu, là, sachant que j'aurais eu un bébé aussi merveilleux et calme et docile, alors j'aurais peut-être gardé mes cheveux finalement. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Merci Geneviève, c'était très bien comme témoignage. On passe au dernier bloc de questions avant de sortir dehors et célébrer dehors. Donc soyez patients un peu. Dernier bloc, j'invite Dr Ivanov, Dr Bernier, Dr Alam, Dr Rousseau et Amélie Frigo, infirmière clinicienne. Bonsoir tout le monde. Donc on passe aux prochaines slides, s'il vous plaît, aux prochaines diapos. Docteur Bernier, beaucoup de patientes ont entendu parler du grand dorsal, reconstruction par grand dorsal, parce qu'elle n'est pas candidate à une reconstruction par un implant ou un expanseur, il faut aller chercher des tissus ailleurs. Est-ce que pourriez-vous nous dire, c'est quoi les indications d'un grand dorsal pour une reconstruction mammaire? Oui. Je vais commencer juste pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le grand dorsal. C'est assez simple, c'est un muscle qu'on a dans le dos. Alors, le lambeau grand dorsal, on va prendre le muscle, puis la petite palette de peau que vous voyez sur le dessin. C'est un lambeau qui est pédiculé. Ça veut dire que les vaisseaux qui nourrissent ce lambeau-là restent attachés. Puis on va créer un tunnel sous l'aisselle, puis on va ressortir le lambeau au niveau du sein. Donc, l'utilité, Joseph l'a un peu dit, là, c'est un peu c'est pas notre premier choix, le lambeau grand dorsal. Micro. Non, approchez-le vers le... Désolée. Alors, c'est pas notre premier choix, le lambeau grand dorsal. Ça va être un choix qu'on va faire quand on ne pourra pas faire autre chose. Donc, on va l'utiliser en reconstruction immédiate chez des patientes qui ont déjà eu de la radiothérapie pour les raisons qu'on a mentionnées plus tard, parce qu'on n'a pas confiance en la peau, donc on va amener du tissu qui est mieux vascularisé.
On va aussi l'utiliser si, lors d'une reconstruction immédiate, il y a beaucoup de peau qui est enlevée puis l'abdomen n'est pas disponible. Donc, c'est vraiment toujours un peu notre deuxième choix. Dans les reconstructions retardées, c'est-à-dire des patientes qui viennent nous voir qui ont déjà eu leur mastectomie puis qui n'ont pas eu la chance d'avoir une reconstruction immédiate, on va l'utiliser si elles ont eu, encore une fois, des antécédents de radiothérapie, parce qu'un expanseur seul pour essayer d'étirer la peau qui a eu de la radiothérapie, souvent c'est très compliqué comme processus. Puis on peut l'utiliser parfois un peu plus rarement, mais chez des patientes qui ont des grosses déformations suite à des mastectomies partielles. Puis en dernier cas, ça va être ça peut être notre lambeau de sauvetage pour des patientes qui ont eu des échecs de reconstruction, soit par implant ou par DIEP. Merci, Dr. Bernier. Donc, la patiente ne voulait pas qu'on touche à son dos, mais elle a un petit bedon, elle a un tablier abdominal, puis elle veut voir Dr. Peter Alam, chirurgien plasticien au CHUM. Est-ce que les indications de DIEP, donc ça veut dire la reconstruction par le tablier abdominal, la graisse et la peau, est pour tout le monde, oui ou non? C'est une très bonne question, Dr. Bouméry. Dans le fond, c'est une question qu'on aborde durant toutes les rencontres qu'on fait avec les patientes. Il y a dans le fond quelques facteurs à considérer. De un, l'état de santé général de la patiente. C'est quand même une chirurgie qui est assez longue, qui est un peu difficile sur le corps. Donc, il faut vraiment qu'on regarde que la patiente soit quand même en santé et capable de subir une chirurgie anesthésie générale qui est de longue durée. D'autres choses, c'est les comorbidités. Donc, il faut s'assurer aussi que les antécédents sont sous contrôle, que ce soit le diabète, par exemple, et tout ce qui peut, dans le fond, nuire à la guérison des plaies. Les habitudes de vie, dans ce cas-là, c'est plus le tabagisme qu'on cherche à contrôler puis s'assurer que c'est quelque chose qu'on cesse. L'habitus corporel, donc le DIEP, le site d'honneur, c'est l'abdomen, comme vous avez dit. Il faut quand même avoir un surplus de peau et de gras. Maintenant, j'en parle, je pense que moi, je suis quand même devenu un candidat de DIEP moi-même depuis les dernières années. OK. Les antécédents chirurgicaux sont importants aussi à regarder. Ce qui est important dans la reconstruction d'un DIEP, c'est la vascularisation du lambeau. Donc, c'est quand même une transplantation qu'on fait. Donc, tout ce qui est la perfusion sanguine est importante. Donc, il y a des procédures chirurgicales qui sont faites qui peuvent endommager la vascularisation du lambeau. Donc, si jamais on a des doutes, on va faire un scan, un angioscan abdominal pour vraiment évaluer puis faire une étude des vaisseaux sanguins pour s'assurer que la patiente est une bonne candidate pour cette chirurgie-là. L'objectif du traitement et les préférences personnelles, je vais les regrouper ensemble parce qu'il faut vraiment avoir un objectif qui est raisonnable. Comme Dr. Bouméry avait dit, on peut faire des seins de toutes sortes, que ce soit plus gros, plus petit. Donc, si on n'a pas assez de tissu pour faire la reconstruction désirée, donc là, on va aller plus vers un autre type de reconstruction avec les implants. Maintenant, la beauté de la chose, c'est que même si vous n'êtes pas candidate pour un DIEP, il y a d'autres reconstructions possibles. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, que ce soit par des implants, donc la reconstruction dite alloplastique, ou bien, si vous désirez ne pas avoir de corps étranger ou d'implant dans votre corps, il y a d'autres sites d'honneur qu'on peut prendre, que ce soit par exemple le pap flap, donc c'est vraiment à l'intérieur de la cuisse qu'on prend l'excédent de peau, ou le lap flap, donc de la région lombaire. Je pense qu'en français, on dit les bourrelets. C'est pas beau. Moi, je dis love handles. Love handles, c'est plus cute, je trouve. Donc, il y a d'autres places où on peut prendre les tissus. Merci, Dr. Alam. Merci. La patiente a eu un DIEP, mais il faut qu'elle aille de la radiothérapie. On pose toujours parce qu'on met de la graisse avec de la peau dans le sein, puis il faut irradier le muscle. Encore le méchant Dr. Rousseau, le radio-oncologue du CHUM. Est-ce qu'on peut irradier le DIEP? En fait, méchant, Dr. Rousseau, mais ça se passe bien, en fait, d'irradier des DIEP. Donc, l'expérience, le volume, le nombre de femmes qui ont passé au travers de cette chirurgie-là dans la main de gens qui en font régulièrement nous montre que c'est important, évidemment, quand on commence la radiothérapie, il faut que tout soit bien guéri, que les plaies soient bien cicatrisées. Je le dis toujours aux patientes, quand on les voit en préopératoire, on attendra que le temps soit prêt, que les guérisons soient complètes, puis ça fonctionne bien. Puis on ne voit pas des patientes qui doivent, par exemple, interrompre le traitement en cours de route parce qu'il y aurait des problèmes durant ces semaines de radiothérapie. Donc, je dirais que c'est possible, certainement. Très bien. Merci, Dr. Rousseau. Depuis 2 ans presque, au CHUM, on a mis en place un programme IRAS, qui est une récupération rapide pour les reconstructions par les DIEP. Amélie Frigo, infirmière clinicienne qu'on apprécie tous, donc elle va nous expliquer, est-ce que ça fait une différence que les femmes restent 2 jours au lieu de rester 5 jours comme dans le temps? Oui, merci, Dr. Bouméry. Donc, lorsqu'on parle d'IRAS, justement, on parle de récupération rapide suite à une chirurgie.
Dans notre cas, en reconstruction mammaire, on parle vraiment de reconstruction par lambeau, donc principalement au niveau du diep. En fait, ce que c'est ERAS, pour donner une petite récapitulation, c'est vraiment des protocoles qui sont basés sur des recherches scientifiques qu'on centre sur la patiente et qui englobent vraiment l'équipe complète de l'équipe multidisciplinaire. Donc, ici, on parle vraiment de chirurgiens, infirmières, on parle de nutritionnistes, on parle de physio, on parle d'anesthésistes. Donc, c'est plusieurs protocoles qui sont tout au long de la trajectoire chirurgicale de la patiente, qui commencent dès la première rencontre avec le plasticien. Donc, dès la première rencontre avec le chirurgien plasticien, on commence déjà des dépistages, on met en place des protocoles. Ça dure tout le long de la trajectoire chirurgicale, jusqu'à 30 jours suite à la chirurgie, donc DIEP plus principalement. Puis, au niveau des statistiques, donc si on pense à 2019-2020, donc avant qu'on l'a mis en place, on avait des durées moyennes de 3 à 4 nuits au CHUM, donc environ 5 jours par moment. Puis maintenant, on est à 2 nuits, donc on a une grosse amélioration. En général, la 3e journée, les patientes peuvent retourner à la maison. Pour ce qui est des réadmissions, donc lorsque la patiente quitte l'hôpital, mais qu'elle doit être réadmise suite à une complication, auparavant, on avait du 7 %. Maintenant, on est rendu à du 1 %. Donc, on a des bons résultats, on a vraiment de l'amélioration qui s'est faite, puis on continue à travailler fort pour améliorer ces protocoles-là. Parfait. Merci Amélie. Avant d'oublier, je tiens à remercier au nom de tout le monde, de tous les spécialistes ici au CHUM, de l'équipe multidisciplinaire, les infirmières cliniciennes et les infirmières surtout en chirurgie oncologique, en plastie et les préposés aussi. Ça fait une bonne différence dans les soins des patientes. Merci aux panélistes. Puis on finit avec la dernière question à Dr Efanov, chirurgien plasticien au CHUM. Dernière étape de la reconstruction. L'égalisation des deux seins, la reconstruction du mamelon, le tatouage, est-ce que c'est des chirurgies couvertes par l'assurance maladie du Québec et quelles sont les options? Dr Efanov. Donc, les dernières étapes d'une reconstruction mammaire, ça peut être un parcours court, la reconstruction, comme ça peut être un parcours plus long. Ça dépend des patientes, ça dépend des options qui s'offrent à nous. Mais en général, il y a certaines options qui s'offrent aux patientes, notamment pour ce qui est des symétrisations et des retouches à faire. Et une fois que ces retouches ou procédures de symétrisation sont faites, de procéder à la dernière étape qui est celle de la reconstruction du mamelon et de l'aréole. Ici, on peut passer à la prochaine diapo. Ce qui se passe, c'est qu'avec la première chirurgie, on essaie tout le temps d'avoir un résultat aussi symétrique que possible avec le côté contralatéral ou les deux seins si les deux seins sont opérés. Mais il se peut qu'après quelques semaines, quelques mois, les seins se placent différemment et qu'il y ait des asymétries entre les deux côtés. Notamment en termes de volume ou de projection, la façon que les patientes voient leurs seins vus du bas ou à l'intérieur de leur brassière, le volume de remplissage de leur brassière. Donc, s'il y a une asymétrie entre les deux côtés, on peut offrir soit de changer les implants mammaires ou de faire ce qu'on appelle de la lipogreffe, c'est-à-dire de faire de la liposuction au niveau du ventre et des cuisses, aller chercher ce gras-là et l'injecter au niveau des seins. Des fois, les patientes peuvent trouver que, ah, docteur, j'ai un sein qui est un petit peu plus haut que l'autre ou un petit peu plus bas, ou que le mamelon n'est pas situé exactement symétriquement avec le côté contralatéral. Donc, chez ces patientes-là, on peut faire des procédures de redrapage du sein. Et finalement, pour d'autres patientes aussi qui ont des implants en dessous d'un lambeau de mastectomie qui est très mince, des fois, on peut voir les irrégularités de l'implant ou tout simplement une dépression. Puis ces patientes-là sont aussi des candidates pour avoir de la lipogreffe. Donc, il existe tout le temps des options pour symétriser les seins. Et cela est couvert par la RAMQ dans tous les cas, que ce soit 6 mois après la chirurgie, 1 an, 5 ans, 20 ans après, du moment qu'on a un diagnostic de cancer du sein avec reconstruction, ça va tout le temps être couvert. Et puis finalement, une fois qu'on est satisfait avec les deux seins, symétrie, volume, projection, il reste la dernière étape qui est de créer un mamelon et une aréole. Donc, on a plusieurs options. Ça dépend de la laxité des tissus, de la quantité de peau et de la préférence de la patiente. Mais on peut utiliser des lambeaux locaux pour retourner la peau sur elle-même et créer le mamelon. Des fois, on peut faire des greffes de mamelon du côté contralatéral chez les patientes qui ont des mamelons qui ont une projection ou un diamètre plus élevé. Et finalement, il existe aussi les tatous tridimensionnels avec des artistes qui font des tatous incroyables que quand on regarde devant, le relief des couleurs fait en sorte qu'on s'imaginerait qu'il y a vraiment un mamelon ou tout simplement la couleur pour essayer de recréer la couleur de l'aréole. Merci, Dr. Efanov. Donc, merci aux panélistes. On passe au dernier témoignage, the last but not the least.
Le cancer du sein d'Amélie Béliveau était malheureusement inscrit dans sa génétique. Comme sa grand-mère et sa mère, elle possède la mutation génétique BRCA1. C'est la mort de sa tante, décédée d'un cancer des ovaires à 57 ans, qui a amené la famille à se faire tester. L'histoire d'Amélie reflète très bien le dicton « Un malheur n'arrive jamais seul », puisque Amélie apprend le 8 décembre qu'elle est porteuse de la mutation. Le 9 décembre, elle apprend être atteinte d'un cancer de stade 3 et c'est 12 jours plus tard qu'elle subit une mastectomie bilatérale. Jeune avocate, passionnée par son travail, Amélie a seulement 30 ans à l'époque. Amélie, merci d'être là avec nous ce soir. Juste J'étais stade 1, grade 3, c'est ça. Merci beaucoup pour la spécification. Je pense que c'est très, J'ai entendu des gens important. réagir. Parfait. Donc, ça fait 2 ans que tu as terminé tes traitements. Oui. Et que tu es de retour au travail. Oui. Après avoir vécu cette épreuve, qui a été quand même des traitements, plusieurs des chirurgies aussi, comment ça se vit, ce retour là, depuis 2 ans? Ça se vit bien. Moi, j'avais eu vraiment la totale. Là. J'ai témoigné à Bravoure en 2021, puis j'avais témoigné à la fin parce que c'était un beau wrap-up de toute la conférence. Là. Donc, j'avais eu double mastectomie, préservation de fertilité. J'ai même j'ai dû me faire opérer pour la thyroïde ultérieurement après. Donc, c'est sûr que ça change la vision de la vie. Puis c'est surtout, le processus a été long, ça a duré 2 ans. Puis je dirais que une fois que c'était le temps d'arriver au travail, il y a une certaine peur qui s'installe parce que c'est comme un autre défi additionnel. Parce que là, tu rushes pendant 2 ans, tu fais tout, tu as ton protocole, tu suis les conseils du médecin, puis là, tu arrives, tu te dis « Oh, OK, comment est-ce que je vais faire ça? » Puis il y a la crainte, moi je suis dans un milieu où ça va très vite, là. Le train il roule à 200 km/h, puis il faut suivre la parade, veux pas. Moi j'avais la crainte, est-ce que mes collègues vont m'avoir oublié? Est-ce que mes clients vont m'avoir remplacé, oublié? Est-ce que je vais être capable de rembarquer sur le train? Fait qu'il y a un aspect super positif parce que tu as tout fini, c'est comme tu reprends contrôle sur ta vie. Mais c'est mitigé. Donc, c'est très positif, mais après ça, tu tombes dans une espèce de peur de voir la montagne qui semble insurmontable. Mais ça se fait. Puis pour toi, tout le monde vit ça de façon différente, mais pour toi, la vision, le long terme, savoir que tu avais tous ces traitements, ces chirurgies-là à subir, est-ce que le travail demeurait quand même un objectif d'y retourner? Oui, il n'y a pas eu de doute pour toi? Non. Non. Moi, c'est quelque chose que, depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant, c'est ce que je veux faire. Puis c'est toujours... Puis un truc que j'ai gardé, puis que, si c'est possible de le faire, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, j'ai jamais coupé les ponts avec les gens au travail. Ce qui m'a facilité la vie pendant mes traitements, parce que ça me permettait de voir qu'il y a un après. J'avais hâte de les retrouver. Ils avaient hâte de me retrouver. Puis je pense que ça a fait une grosse différence quand je suis revenue au travail, parce qu'il n'y avait pas eu de grosses coupures pendant 2 ans. Donc, puis c'est sûr, faut être préparé. Je pense que c'est une étape qui est difficile, mais ça se fait. Mais il faut être bien préparé. Il faut avoir un plan. Puis est-ce que la Amélie avocate de 2019 est la même que celle de 2024? Non, je pense pas. J'ai beaucoup évolué, pas juste en tant que professionnel, mais en tant qu'humain, je pense aussi beaucoup. Puis quand on parle de cancer, on parle souvent de courage, de combat. C'est des adjectifs qu'on entend, des termes qu'on entend souvent. Mais moi, je pense que ce qui m'a vraiment aidée, pas juste à passer à travers mes traitements, mais dans mon après-cancer, c'est vraiment la résilience puis la grande capacité d'adaptation. Puis je dirais que je suis probablement plus avancée dans ma carrière maintenant. C'est vraiment bizarre à dire, là, mais j'ai l'impression que je suis plus avancée maintenant que si j'avais pas eu cette épreuve-là, parce que ça te change trop comme être humain, là.
Fait que je suis comme des fois, j'ai l'impression, je suis vieille dans ma tête. Tu sais, Sage. On n'est jamais vieux. On n'est jamais vieux. On ne vieillit pas. On acquiert en sagesse. C'est ça. On acquiert la sagesse. Ça change notre vision de la vie. On travaille beaucoup plus sereinement. Donc, c'est ça. C'est difficile, mais il y a un après. Merci parce que tu t'es beaucoup impliqué aussi pour soutenir Bravoure. Oui, tu fais partie de, moi, oui, et ton équipe également. Donc, on apprécie grandement. Merci d'avoir été là ce soir et bonne chance pour la suite. Donc, merci Amélie. Donc, avant de terminer, de fermer cette session, j'invite Mme Carmen Lampron de venir ici. On achève. Fait que je veux juste dire merci à vous tous d'écouter. Merci à tous nos beaux témoignages. Maintenant, on termine. Un merci à tous nos kiosques qui sont là. Il va falloir aller faire un beau tour. Ils sont là pour nous. Ils se déplacent pour vous donner de l'information. Il y a plusieurs kiosques, la Fondation québécoise du cancer, la Fondation du cancer du sein, Virage. Chez Virage, j'aimerais apporter qu'il y a maintenant l'onco-esthétique. Allez voir Becky, elle va vous expliquer pendant les traitements comment on peut prendre soin de nous. C'est important. Il y a le centre Se reconstruire aussi, avec Dr. Guibon, qui va vous parler aussi des tatouages, payés par la RAMQ. Je trouve ça important parce que ça coûte de l'argent être malade et avoir des traitements. Fait que si on peut avoir des services qui sont gratuits, tant mieux. Et on a la garde des cheveux, puis on a tous les autres. Mais aussi, on a pour toutes les patientes le salon en toute intimité qui vous attend. Des patientes sont là pour aider les autres patientes à prendre leurs décisions en voyant les résultats. Alors, je tiens à vous dire un merci du fond du cœur. Notre 10e, on l'a vu se célébrer ce soir. Fait que profitez-en, mangez, buvez et échangez avec vos collègues, amis et patients. Attention. Nous devons vous interrompre car nous avons besoin de Lynn Dolan et de tous les présentateurs sur la scène. Merci. J'invite tous les spécialistes qui ont présenté ce soir de venir ici sur la scène. Amélie, Dr. Lefaf, Dr. Lecouri, Dr. Patowski. Les patientes aussi, si vous pouvez les patientes qui ont fait les témoignages aussi. Oui. Donc, j'ai une petite histoire à vous raconter. Une petite dernière. Être confronté à un diagnostic de cancer, quel qu'il soit, chamboule la vie des personnes atteintes. Vous l'avez bien compris ce soir, les témoignages en ont bien témoigné. Après avoir surmonté cette épreuve, chaque personne poursuit son chemin différemment. Une chose est toutefois commune à toutes les histoires. Il y a un avant et un après. Et heureusement, certaines personnes choisissent de s'investir pour soutenir les autres. Si nous avons pu ce soir découvrir plusieurs histoires et en apprendre un peu plus sur le cancer du sein, la reconstruction mammaire et les autres options offertes, c'est beaucoup. Grâce à une femme qui a choisi de transformer son expérience en don de soi. En effet, depuis plus d'une décennie, Carmen Lampron, dont le cancer l'a obligée à revoir sa carrière il y a 20 ans, a choisi d'offrir le meilleur d'elle-même à d'autres femmes à leur tour. Elle s'est laissée guider, à d'autres femmes atteintes à leur tour. Elle s'est laissée guider par les questions et les incertitudes qui ont parsemé sa trajectoire de soins pour comprendre et ensuite épauler les femmes atteintes. Elle a su également accompagner les équipes médicales et soignantes en se faisant la porte-parole de toutes ces femmes. Quiconque connaît Carmen sait qu'elle a le cœur grand comme le monde. Déterminée, elle n'abandonne jamais. Négligeant un peu, parfois beaucoup, son bien-être, pour s'assurer que les femmes ont des réponses à leurs questions. En plus de coordonner la soirée Bravoure, Carmen est patiente partenaire pour le CHUM et patiente accompagnatrice. Connaître Carmen, c'est se retrouver face à une femme d'exception dont l'énergie et la détermination sont inspirantes. Carmen, laisse-nous souligner le travail que tu as accompli et permets-nous, nous toutes, nous tous, de te rendre hommage. Au nom du CHUM, des médecins, des infirmières et de toutes les patientes avec qui tu as partagé ton histoire, prodigué tes conseils et surtout écouté, accompagné et aimé. Merci, Carmen.
Merci.